Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. OK, bienvenue sur Jeff. On commence avec le premier podcast du jour, comme d'habitude. Pour tout le monde, pour les membres et les 20-25 premières minutes sont pour également les pirates cheap qui sont salués. Jerry était salué de ton bord aussi. Le producteur, Monsieur Blanc, est salué, Monsieur Mr. Blanco. Monsieur Blanco. Bonjour. Monsieur Blanco. Quoi de neuf, mon ami Jerry? Tranquillo. Je boursicote, là. Tu veux dire, je taponne. Il taponne. J'ai beaucoup de lectures de bourse, là. Okay. Je suis là-dedans. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es inquiet de... Est-ce que tu es inquiet de tout ce qui s'en vient avec... Moi j'en ai parlé un peu hier, puis je vois tiens, j'avais pas prévu ouvrir avec ça, j'avais prévu ouvrir avec une histoire qui était en lien avec... Ben, regarde, je vais faire les deux. OK, je vais faire les deux. Je vais commencer par ma première histoire que j'ai en tête. Ce matin, tôt, je regarde mes affaires, puis je vois que Emma Torp, c'est ça, c'est Emma Torp, hein? Hématone. C'est Hématone. Oui, c'est quoi? Hématone. Okay. Hématone. Parce qu'il y a plein de noms sur X, on y a mélangé. Mais Emma, nous, on la connaît personnellement. C'est une belle grande fille. Emma, oui. Un peu grassette, pareil. Non, ça, c'est dans ta tête. Arrête de dire ça. C'est ça, c'est du body shaming en passant. Là. Oui. J'ai dit, voyons, on est encore dans l'époque, c'est pas réglé encore, là. On est encore dans l'époque du DEI, il faut faire attention, sinon, tu peux dire n'importe quoi, mais tu peux pas faire des affaires de même, tu vas perdre ta job. Elle peut être plantée un peu, mais c'est une belle grande fille. Là. Ben oui, c'est une belle grande fille. Puis là, je regarde son tweet sur le maire de Victo. Je fais un lien avec les histoires de Stéphane Bruyère d'hier, parce que Steph était avec nous autres hier, autant sur la version gratis que sur la version Prime. Et sur la version de tout le monde, on vous a montré l'augmentation des prix, puis on regarde l'état de l'économie en ce moment. Puis tu te dis, mais voyons, Christ, c'est quoi qui se passe? Alors, quand il arrive, une économie qui est en train de... Je dis pas que c'est une récession, mais on a, par rapport à ce qu'on a eu en 2021-2022, on est dans une économie qui est beaucoup plus timide. On va prendre le terme timide. C'est pas le plein emploi tant que ça. Il y a des taux de chômage qui montent, il y a des groupes d'âge qui ont plus de misère, entre autres les plus jeunes. Donc, on devrait avoir une répercussion sur le prix des maisons, sur l'activité immobilière aussi. Habituellement, c'est ce qui arrive. Et là, il n'y en arrive pas. Donc, le coût de la vie augmente. Nos salaires veulent de moins en moins dire quelque chose. Et en même temps, si vous voulez vous acheter une maison, vous êtes pris avec une genre de surenchère qui fait que les maisons vont monter de ce qu'on disait hier, entre certaines régions du Québec. On prend les deux grosses régions du Québec, la région de Montréal, la région de Québec. La région de Montréal, à peu près 7 %. Donc, on est dans les 700 000 en moyenne pour les maisons. 440 000 dans la région de Québec. Augmentation de 11 % en 2025 prévue. C'est peut-être plus, parce qu'on ne sait pas comment le marché va se comporter. Mais là, je voyais que quelqu'un écrivait sur X que quelqu'un sur sa famille, je pense que je ne sais pas trop, souvent c'est sa nièce, avait acheté une maison il y a 2, 3, 4 ans pour 220 000 $. L'ont affiché à 400 000. Il est arrivé 13, 14 acheteurs et la maison va finir à 450 000. Ça n'a pas de sens. OK, donc bravo pour eux, parce que, mais je vais vous dire une affaire, eux autres, ils ont une maison d'autres. Ils ont une autre maison à s'acheter, donc ils vont se faire pogner dans le corner de la même manière qu'ils ont pogné les autres. Mais au moins, ils ont une première maison. Ils ont un premier swing. Tu comprends? Ils ont fait un swing qui leur permet d'accéder à la maison qu'ils ont besoin pour leur deuxième maison. Le problème qu'on disait hier, c'est nos enfants, vos enfants, les enfants Jerry, vos enfants aux pirates, qui eux autres n'ont pas encore de première maison. Comment ils vont faire? Comment ça va marcher? Ça devrait être un des sujets numéro 1. La de souveraineté du Québec. Laissez-moi tranquille avec ça. Je veux dire, on n'est pas là, là. On a des choses de base qui sont... une pomme de salade coûte 8 piastres. Laissez-moi patience avec l'histoire de séparer le Québec. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, ce réveil subi là, de... on va passer se séparer. C'est PSPP. PSPP, je vois le vert. PSPP, c'est le gars qui veut fermer Internet pendant un mois. PSPP, c'est le gars qui veut mettre un prix
fixe sur le prix de l'essence. C'est pas un gars sérieux, ça, là. C'est un gars qui est allé étudier à l'université en droit, puis aujourd'hui, il y a une demande que c'est qu'il y a comme actif. Il y a 0 actif. C'est un junior, ce gars-là, là. Je veux dire, ça vient. Voulez-vous vraiment bâtir un pays avec un gars de même? On a des problèmes de base. On a de la misère à nourrir le monde. Et le monde a de la misère à se loger. C'est les deux affaires les plus importantes d'une société. Oui, là. C'est priorité. Là. Il y a une société, il n'y a pas plus gros que ça. Là. Mettre un toit au-dessus de quelqu'un, puis mettre de la bouffe sur la table. On peut-tu... Est-ce que tu fais référence au tweet de Jim Légaré? Non, Jim, j'ai vu que c'était un autre tweet. Lui, Jim, il a dit... Mais Jim il a dit qu'il a visité une maison et que la maison qui était listée hier a eu 14 visites, puis il va y avoir une dizaine d'offres dans la journée. Donc, il dit le marché est complètement brisé. Il dit que la maison est arrivée sur le marché hier. C'est un tweet qui date de 11 heures. Donc, on s'est entendu. Il dit la maison est arrivée sur le marché hier après-midi. Mm-hmm. Présentement, donc, ça veut dire on est mercredi, ça veut dire qu'elle est arrivée sur le marché lundi après-midi. Voilà, lundi après-midi. Il dit présentement... Donc, hier, lui, il l'a visité hier. Oui. La maison est 100 000 au-dessus de l'évaluation. Oui. Municipale. À date, il y a eu 13 visites, puis il y a eu 6 offres d'achat. Voilà. Donc, c'est ça. C'est complètement hystérique, là. C'est hystérique. Mais là, il finit son tweet en disant « Build, build, build ». Oui. Mais le problème, c'est que même ce qu'on va bâtir dans les contextes actuels, c'est que la petite maison, grosse comme rien, neuve, va coûter un prix de fou aussi. C'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui... On a... Puis je vais te dire de quoi, là. Pour remettre ça à des prix décents, il va falloir soulever des centaines et des centaines et des centaines de roches, là. Puis on a des pirates qui sont dans la construction résidentielle. Ils n'aiment pas ça quand je dis qu'il faut ouvrir le marché, là. Parce qu'eux autres, ça a des désavantages. Puis, tu sais, je vous salue, je vous comprends. Je dis, on va tous garder nos acquis. Mais ultimement, c'est que si vous voulez que vos enfants aient une maison, je peux comprendre que vos acquis sont importants, mais vous devez laisser de l'espoir à vos enfants. Sinon, si vos enfants n'ont pas d'espoir, vous allez retrouver à 27 ans pendus d'une chambre, je vais le faire. Tu sais, les humains, là, ils vivent avec du rêve. Ils vivent avec des projets. Ils vivent avec de l'espoir. Ils vivent avec du bonheur moment puis du bonheur projeté. C'est ça, l'humain. Donc, là, si on y enlève la motivation d'avoir un toit qui a de l'allure, il reste en appartement. Voyons, vous avez resté en appartement. Ça fait, là, mais ça fait pas longtemps. OK? Ça fait, il est beau, l'appartement. Il est peut-être beau. C'est un appartement pareil, avec une galerie, là. Donc, ultimement, tu vas te tanner. On a tous eu des appartements. Toute la gang. On s'est tanné, mon ami, d'avoir des appartements parce qu'on voulait avoir un chez nous. On voulait avoir une place chez nous avec un terrain, une place pour se mettre un spa, une place pour se mettre une piscine. C'est pas mal de notre côté américain, ça, là, qui ressort. Là. Ben, c'est notre côté nord-américain, effectivement. Oui. C'est ça qui fait la différence entre nous et les gens d'ailleurs. On est de même. C'est ça qu'on veut. Donc, comment on fait pour faire ça? Il va falloir lever toutes les roches une après l'autre parce que là, l'humain commence à être découragé. Les jeunes commencent à être découragés. Ils sont de plus en plus anxieux, puis surtout qu'ils ont été élevés dans Watt, donc les problèmes, ils n'en ont pas eu bien. C'est les premiers problèmes, c'est tout un, là. Se loger et se nourrir à des prix convenables. Tu sais, je veux dire, quand même. Donc, hier, je prends le tweet de Emma Tombe, et c'est sur une histoire de Victo. Je veux saluer les gens de Victo. On a énormément de pirates à Victo. Victo qui est en train d'exploser. 50 000 habitants maintenant. J'ai vu ça dans les nouvelles récemment. Pas surprenant. Les gens sortent des villes de plus en plus grandes pour s'en aller dans les endroits les plus en plus... des endroits avec des valeurs, le fun, des endroits avec des beaux parcs, des endroits avec une grosseur humaine, des endroits avec des services. Ouais. Géographiquement aussi, Victo, très bien situé. Et one. Donc, salutations aux pirates de Victo. C'est une des places probablement, vous avez parlé de Saint-Agapi, vous avez parlé de la Beauce, vous avez parlé, on peut dire que Victo, c'est un des endroits. Oui, il y a des boomers nationalistes dans le coin, mais si vous regardez les X qui sont pas mal présents dans le coin de Victo et Bois-Franc, vous avez énormément de conservateurs, de pirates de droite. La droite pirate, beaucoup de monde dans le coin de Victo, donc vous êtes salués, les amis. Et là, Emma met une vidéo du maire de Victo.
Puis le maire se fait chanter une chanson, puis là, ben, il répond. Le maire, c'est un gars qui a été, de ce que je comprends, c'est un gars qui a été élu par acclamation. Il n'a pas encore été élu par la population. Quoique, je ne connais pas du tout. Là. J'ai lu que Emma dit que c'est un maire communiste. J'en ai pas d'idée. J'en ai aucune idée. J'ai pas assez suivi la carrière de ce gars-là. Ça fait juste depuis 2021 qu'il est là quand même. Je sais que c'est un bon gardien au hockey. C'est un gars qui a joué, je pense, à Drummond. C'est un gars qui a belle allure, puis qui a l'air à bien parler. Mais je ne connais pas son programme. Je ne sais pas si c'est un woke. Je ne sais pas si c'est un black. Pas un black, mais un green. Black-green, pas pareil. Je ne sais pas si c'est un green, je ne sais pas si c'est un gauchiste, je ne sais pas si c'est un socialiste, je ne sais rien, OK? Donc, je prends juste ce vidéo-là. Et donc, Emma, lui, Emma, elle, parce que c'est comme si je pensais que derrière le compte, c'était un gars, là, ça fait quand même bizarre. Emma, elle, a dit, bon, ben, garde, il ne veut pas écouter la population, checker le maire communiste. Mais là, je regarde la vidéo en tant que telle de la gang. Et là, je vois une petite gang de boomers. Moi, des boomers avec les cheveux blancs longs, là, ça m'allume des affaires en esti. Moi, toutes les lumières allument dans ce temps-là. OK? Donc là, je dis à Emma, ben, c'est pas elle qui m'a répondu, c'est quelqu'un d'autre qui m'a répondu. J'ai dit, j'ai un boomer alerte quand je regarde la vidéo. Je sais pas si le gars est communiste. Je sais pas la gestion du maire. OK? En passant, je sais pas. Je suis pas en train de défendre le maire, je le connais pas. Mais je suis pas certain que sur ce vidéo-là, on a affaire à la gang qu'on pense. Mon feeling, c'est qu'on a un boomer alerte. Et je reviens sur mon histoire de maison. Ça s'en vient, là. Donc là, je regarde la patente, puis ça chante une toune au maire. Puis là, ben, le maire répond. Puis, tu vois qu'il y a du niaisage dans le conseil de ville. Puis, donc de là, le tweet de Emma. Et là, je regarde la vidéo, puis là, je pose la question. J'ai un boomer alert ici. Je me demande si c'est pas une histoire de boomer. J'ai dit, c'est quoi le fond de l'histoire? OK? Je comprends la vidéo, mais c'est quoi le fond de l'histoire dans la patente à Victo? Et là, quelqu'un m'envoie un texte, je ne sais pas de qui, je pense que c'est de la presse ou le Journal de Montréal, je ne sais pas trop. Et on me dit que le groupe qui est là tout le temps, c'est un groupe qui est là pour déranger le maire dans un projet de développement qui a lieu dans un genre de boisé, je ne sais pas trop quoi, un champ boisé. Ils veulent bâtir 300 portes et les boomers aux cheveux longs ne veulent pas. Je savais qu'il y avait une affaire de même. Je sais. Tu sais, quand on... Okay. Je veux juste vous dire... Je ne veux pas faire une histoire d'une demi-heure là-dessus, c'est pas le but. Mais si vous demandez pourquoi les maisons sont rendues à ce prix-là, ça c'est un bel exemple. Là, on a un exemple live. On aurait pu prendre l'exemple il y a 10 ans. Hier, on vous a parlé dans la version Prime, je pense. On était rendu Prime quand on a parlé. Jerry vous a parlé des terres des Sœurs, là, oui, dans la région de Québec, qui n'ont pas été développées par Communard. Les terres des Sœurs de Charité. Parce qu'il y a eu énormément de pression de la communauté. Ils voulaient garder les champs. Bon, mais si tu n'étais pas en train de mettre 3000 maisons là, les 3000 maisons, ce sont soit qui ne seront pas bâties nulle part, ils vont se bâtir en périphérie, loin, OK? Ou nulle part. Nulle part, c'est un drame. Nulle part, c'est un drame parce que si tu manques 3000 portes alors que le marché en a besoin, bien, ce que ça fait, c'est que ça met énormément de pression sur l'inventaire qui est disponible. Donc, ça crée le genre de surenchère qu'on a actuellement. Donc, chacune des décisions où vous en... Puis moi, ce qui me fait chier dans le vidéo, c'est... Je vois sa gang d'écologistes là, cette gang... Moi, des boomers avec les cheveux longs blancs, je sais à qui j'ai affaire, là. OK? Mais ces calices-là ont eu des maisons... Vous savez que ces gens... Bon, ces gens-là, ils ont quel âge? 75? 77, 78, 79, peut-être 80. Nous, là-dedans. Regardez la vidéo, là. Ils ont payé le maison combien, eux autres, à Victo en 1972? Je l'ai le prix. Ah ouais. Je l'ai le prix. Ils ont eu le terrain pour 1500 à 2000 pièces. C'est ça. Oui. Et ils ont eu un bungalow à 7000 $. Voilà. OK? J'allais dire une quinzaine de mille, mais je suis en bas de ça. C'est en bas de ça. Mes parents se sont bâtis 15 000 pièces. Le terrain avait été donné par mon grand-père. Et c'est toute brique, 4 briques. Et c'est un split level plus gros qu'une maison normale.
une maison de 750 pieds carrés avec sous-sol, avec un petit toit, avec une petite pente, puis une porte en avant, puis une porte dans le côté, c'était 7 000 $ plus 2 000 $ pour le terrain. OK? Devant, tu sais, le bay-window a de la brique en avant, il y a un demi-mur avec de la brique, le reste, c'est du genre de maçonnette, je sais pas trop quoi, là. C'était ça, les maisons qu'il y avait, eux autres. Ils ont payé ça. Ouais, mais on gagnait pas cher pour les taux d'intérêt. Laissez-moi patience avec ça, là. OK? Vos salaires, c'était à peu près 12, 13, 14, 15 000 $. Vous avez payé vos maisons 7 000. Les salaires des jeunes que vous ne voulez pas bâtir les maisons, là, les 300 portes que vous ne voulez pas, vous voulez mettre de la pression pour que les jeunes paient leur maison, à vous, 440 000 alors que vous n'avez pas mis une calice de scène dedans. C'est ça que vous voulez, là. Vous voulez avoir le jackpot avec votre maison. Donc, moins il y a de maisons sur le marché, plus votre maison de 9 000 $, elle va être vendable à 440 000, même avec son calice de bain bleu, avec des fleurs collées dans le fond, là. C'est ça que vous voulez. Parce que vous savez que s'il se bâtit un 300 maisons là, puis un autre 200 là, puis un autre 300 là, votre asti de chaque, il va valoir le prix qui vaut à rien. 175 000, c'est ça qui vaut votre asti de chaque. Puis déjà là, c'est pas pire. 9 000 à 175 000, vous n'avez pas mis une crise de scène dedans. Asti, c'est ça qu'ils veulent, eux autres. Mais quand tu sais, les gens, des fois, nous trouvent tough. Puis encore là, je vais le dire, j'exclus les... Si vous êtes boomers et vous êtes pirates, vous n'êtes pas dans la gang. Vous n'avez pas ces valeurs-là. Je parle de ceux qui sont accrochés à la TV, pro-COVID, pro-gouvernement, pro tout ce que tu veux, s'en vont dans les conseils de ville, font des tunes, empêchent la construction de maisons. Ces calices-là ont eu tout ce que... Peu de monde ont eu, là. OK? Le buffet s'est ouvert devant eux autres, là. Oui, ils sont passés d'une certaine pauvreté à... OK, on peut manger all you can eat buffet. OK? Mais ils avaient le droit d'avoir un cœur. C'est pour ça qu'on vous haït de même. C'est pour ça qu'on vous déteste de même. C'est que vous n'êtes pas capable de comprendre dans votre maudite tête que vous êtes là. Oui, vous avez bâti quelque chose, mais votre but, c'est pas d'avoir plus que le prochain. Votre but, c'est d'avoir eu ce que vous avez eu, puis tant mieux si vous en avez eu beaucoup, je suis content pour vous. Mais le but, c'est d'en laisser plus à vos enfants, et là, on est rendu à vos petits-enfants. C'est quoi le but de vouloir crosser vos petits-enfants avec un chèque que vous avez payé 9 000 $, puis vous voulez les refiler pour 440 000 fini, en empêchant la construction de maisons ailleurs qui équilibrait le marché? Le projet, c'est 300 unités de logement et une garderie pour accueillir 100 enfants. Ah ben c'est sûr, en plus des enfants qui font du bruit. Ah, c'est une garderie. Arc. Si jamais, T'as-tu vu la vidéo? T'as-tu vu la gang de boomers qui chante l'homme? Regarde, je le dis, je le répète. Je l'ai sorti, Jeff, si jamais tu veux le faire entendre. OK, parfait. Si vous avez des... Je vous le dis, là, je suis pas en train de défendre le maire, là, OK? Je ne connais pas le maire. Donc, des fois, tu sais, je fais une affaire cette semaine sur Jean Chrétien. Oh, tu aimes Jean Chrétien. J'ai jamais voté pour Jean Chrétien. C'est pas ce que je dis. Je dis que du caractère comme Jean Chrétien, on n'en trouve plus dans les hommes d'aujourd'hui en politique. C'est ça que je dis. Donc, il faut s'expliquer. Je suis pas en train de défendre le maire. Je le connais pas, le maire. Mais je regarde la situation telle que telle, puis c'est ça qu'on voit. Une génération de sans-cœur qui pense, même avant de mourir, qui est debout à cause de des pilules, là. Ça doit goûter à peu près 20 milliards de pilules par année pour les tenir debout, ces calices-là. Puis, ils sont encore debout grâce aux pilules qu'on paye. Puis, ces gens-là veulent faire chier jusqu'au temps qu'ils s'en aillent. Avez-vous le goût, juste avant de partir, de donner un break aux gens qui vous suivent? Ouais. Vous nous avez crissé des bâtons dans les roues. On avait 15, 16, 17 ans. On essayait de se faire une place. Vous nous avez barré toute notre hostie de jeunesse, notre début de vie d'adulte. Et vous nous écœurez encore. Je suis rendu à 57 ans, puis je suis encore sur votre dos parce que vous êtes encore en train d'écœurer ceux qui vous suivent. Vous avez le droit d'être gentil. Puis je sais qu'il y en a plein de boomers gentils. Comme par hasard, ils ne sont pas accrochés à la TV. Ils ne sont pas dans ces astis de réunions-là. Ils veulent qu'il y ait des maisons qui se bâtissent. Ils ont le cœur gros de même. Ce sont des pirates. Ce sont des gens qui voient clair. Mais 75 %, 80 % de cette clientèle-là, c'est des astis de sans-cœur. Les sans-cœur. Parce qu'ils veulent leur filer le astis de maison à 440 000 $ dans lequel ils n'ont pas mis une scène. C'est ça qu'ils veulent. Après moi, le déluge.
Oui, j'ai toujours aimé cette phrase-là. C'est « Après moi le déluge ». Voici la chanson de Victo. L'analyse de toutes les composantes du projet, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec la permission du projet et entame les modifications réglementaires nécessaires. Conseil de ville, voterez-vous, sauvez la sablière, votez non. C'est facile. Mes enfants sont rendus à 4 puis 6, donc on chante plus ces chansons-là, mais c'est un beau rappel quand même lors de la séance de ce soir. Les enfants, puis à 6 ans, chantent la même chanson. On va s'en souvenir de celle-là. C'est une belle allusion. Je trouve aussi. Ça me fait penser à eux dans une séance comme celle-là. C'est toujours le fun. Benoît Gauthier, Caroline... C'est ça qu'ils sont, OK? C'est ça qu'ils sont. Là, on dirait une gang d'enfants, c'ti. Il n'y avait pas rien qu'une toune, là. Là, après ça, toutes les fois que lui, il parlait, il a recommencé à chanter sur d'autres choses. Il y avait plusieurs couplets, là. Hey, si vous voulez aller vous plaindre, là, pour le conseil municipal, vous avez toutes les raisons du monde d'aller vous plaindre d'un conseil municipal au Québec. Des astis d'organisation bourrés de jobs qu'on n'a pas besoin, bourrés de monde qui se poigne le beigne, de la taxation asti qui est indécente. Si vous avez des raisons d'aller dans les conseils de ville, bon, vous en trouvez des raisons. Là. Des astis d'autobus électriques, des patentes de fous, des pistes cyclables à pu finir, dégager l'hiver alors que les trottoirs sont glacés. Bon, vous en trouvez 100 000 raisons pour aller au conseil de ville. Là. Mais Chris, pouvez-vous laisser un peu d'espoir aux jeunes qui ont le goût d'avoir une place à vivre à prix décent, je vois le vert? Si à chaque fois qu'il y a un projet de 300 maisons quelque part, oh, ma quiétude, oh, mon petit boisé, ton boisé, c'est rempli d'arbres qu'on connaît même pas le nom, c'est toute la petite cochonnerie. Si vous pensez un peu au monde, oui, de temps à autre, il va falloir tasser une grenouille. Oui, de temps à autre, il va peut-être falloir bâtir sur une terre agricole dans laquelle il n'y a eu aucune agriculture en 100 ans. By the way, les maisons, ils ont tassé les grenouilles. Là. En plein ça, là. Ah oui. Les quartiers résidentiels qui se sont bâtis dans les années 50, 60, 70, ils ont rasé à la place. Là. Exact. Crissez-nous patience. Là. C'est drôle, hein? Je vois, à chaque fois que je vois une patente demain, c'est ce que je dis à ma blonde. Je dis, ces câlisses-là pensent que leur maison était bâtie où? Elle était bâtie dans un champ où il y avait des mulots, puis il y avait des ci, puis il y avait des ça, puis il y avait tous les astis d'animaux impensables. Dans le quartier, votre maison a été bâtie là. Dans le quartier où ma blonde habitait dans sa jeunesse, il y a une rue qui s'appelle la rue des Coquilles. Puis j'ai demandé au beau-père dans le temps, j'ai dit, c'est un drôle de nom, c'est pour une rue, Christophe, il n'y a pas la rue des Coquilles. Non, puisqu'il dit ici, il y avait une rivière qui passait. OK, j'ai compris. Il dit dans le ruisseau, là, j'ai un genre de petite rivière, il dit c'était plein de coquilles. C'est pour ça qu'ils ont appelé la rue des Coquilles. Ben oui, on fait ça à travers la rivière. Ils ont crissé la rivière en dessous aussi d'un tuyau. Ils ont crissé la rivière d'un tuyau. Exact, c'est ça qu'ils faisaient dans notre temps. Moi, je m'amusais dans des champs. Ben oui. On allait dans des champs, on s'amusait dans des champs, puis on passait à travers une rivière. De temps en temps, il passait un genre de papier de toilette, il passait un étron, il passait une petite affaire de même, là. Mais il y avait des rivières à ciel ouvert. Puis ces rivières-là, quand je retourne chez nous, elles sont plus là, là. Ils sont plus là. Ils sont où? Ils sont dans le milieu de la rue, esti. Oui, ils sont là. Ils sont là. Ils sont dans un tuyau de 48 pouces. Là. Ça. Là-dedans qu'ils sont. Là. La rivière est rendue là, là. Et ça, aujourd'hui, ça nous fait la leçon sur... Come on, man. Come on, man. Donc, eux autres peuvent bien croire quand il y a un ministre un peu zélé qui va lui dire « Ouais, là, il va falloir mettre des milliards au Québec pour empêcher les feux comme en Californie. » là. C'est ça que vous méritez, je vois le vert. Vous méritez de vous faire fourrer à longueur de journée. OK, ben voilà pour Jeff Liberté. Finalement, l'autre sujet que je vais parler à Jerry, les gens sur le Prime l'auront. Dans les prochaines minutes, Joe Hamel est déjà avec nous autres. Comme prochain bloc, on a Jerry également et Yann et Frank un peu plus tard sur Radio Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Next. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby.
Je sens que j'ai beaucoup de sujets à jaser avec notre chum Joe Hamel aujourd'hui. J'ai une longue liste. Drill Baby Drill fait partie de ceux-là en plus. Je commence par te saluer. Joe, beau décor en arrière de toi, bel hôtel, Four Seasons. Je pensais que tu étais à New York. J'ai dit, il était à New York, mais là, il est à Montréal. Non, je suis en vacances au Four Seasons de Montréal. Là. Il y a des rénovations chez nous. Je dis, je vais aller pas trop loin. Je suis au centre-ville. Mais écoute, tu vois, je suis arrivé comme lundi. Puis, tu sais, lundi soir, j'étais comme check-in, c'était comme 8h30, tu sais, 8-9h. C'est pas un chat dans l'hôtel. Arrive au bar, plus capable de manger à cette heure-là. Tu sais, c'est là que tu vois, c'est sûr qu'on est, retour des fêtes, tout ça, là, c'est un peu plus ralenti, mais tu vois, le centre-ville de Montréal, là, il se passe pas grand-chose, là. C'est triste. C'est ça triste. Oh, ouais, c'est triste. Tu sais, les gens, ils font toujours la comparaison avec Toronto. Toronto, il n'y a pas ce vibe-là dans le centre-ville, là. Il y a beaucoup plus de monde. T'as l'idée qu'il se passe quelque chose. Maintenant, il y a des restaurants, une liste de restaurants incroyables. Là. Écoute, je pense que la liste des étoiles Michelin fait 2-3 pages. Il y a comme il y a pas rien qui se passe ici. C'est vraiment c'est triste, je veux dire comme toi, parce que c'est quand même un indicateur économique de la vigueur de l'économie du Québec, là, le centre-ville de Montréal, en fait, en général. Là. Donc, il n'y a rien de positif là-dedans. Là. C'est pas le Québec contre Montréal ou l'inverse. Il n'y a rien de positif là-dedans. Là. Hey, je commence par sujet numéro 1 que je viens de te glisser avant qu'on commence. En fait, c'est aujourd'hui, mais on va présenter demain. Mathieu Bock-Côté a parlé cette semaine. Il a identifié 2 groupes, là, la droite pirate ensuite. Il a parlé de la QS, la droite QS. Ouais, je peux t'expliquer son raisonnement. Là. OK, j'essaie de saisir aussi globalement ce qui se passe. Tu sais, je suis pas, moi, bon, j'ai été élevé dans une famille, mon père était bloquiste, il est proche de Lucien, proche de Marc-André Bédard, proche de très, très proche, des gens qui étaient dans le salon chez nous, mais tu sais, j'ai jamais eu cette vibe-là, j'ai jamais filé ça vraiment. Puis là, aujourd'hui, moi, je pensais que c'était un dossier qui était réglé. Là, on dirait que ça revient. Puis sérieusement, je suis un peu désemparé parce que j'ai des idées sur à peu près toutes, mais ça, je suis un peu désemparé. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive pour que ça soit maintenant? C'est-tu l'histoire de Trump qui a reparti ça? Pourquoi on parle de ça tant que ça en ce moment? Non, c'est quand même, je pense que ça remonte un peu à... Tu sais, la CAQ était quand même un véhicule dans lequel la droite bas-côté mettait quand même pas mal d'espoir. Puis la CAQ n'a pas vraiment, tu sais, à part les lois liberticides sur la langue, puis mettons la loi 21, ils n'ont pas été, je pense, à la hauteur de cette soi-disant droite-là de bas-côté, la droite nationale qu'on appelle. D'ailleurs, ont été relativement mous sur l'immigration. D'ailleurs, avec raison, la CAQ a toutes les espèces de dérives woke qui ont embarqué là-dedans. Là-dessus, moi, je donne raison à Mathieu Bock-Côté qui a quand même été assez tôt à décrier toutes les espèces de dérives woke, l'attaque sur la liberté d'expression. Même dans la pandémie, je veux dire, malgré que son employeur, c'est Québécois, il a quand même, à quelques reprises, dénoncé les dérives. Là. Il faut redonner à César ce qui est à César. Peut-être pas assez au goût de certains, mais quand même, c'était mieux que c'était beaucoup mieux que la moyenne, disons, des intervenants médiatiques québécois, il faut le dire. Mais l'idée, justement, que cette soi-disant droite nationale-là un certain clash avec la droite qui est un peu plus la nôtre, disons, là, ce qu'ils appellent la droite pirate ou la droite QS, c'est profondément sur l'idée qu'eux, ils ont une priorité qui est de faire la souveraineté à tout prix et sans aucune garantie. Parce que eux, leur discours, c'est on va faire la souveraineté en premier, puis par la suite, il y aura des élections, puis vous déciderez du gouvernement que vous voulez. Jamais j'embarquerai là-dedans. Exactement. Moi, je suis totalement en désaccord avec ça parce que, premièrement, c'est une décision majeure là, de faire sécession d'un pays du G7. Il y a des implications, premièrement, il y a des implications monétaires, des implications fiscales avec, pardon, la budgétaire avec la dette du Canada qui va être répartie, la répartition des actifs. Il y a des implications majeures aussi au niveau légal, en sens de quelle sorte de pays vous nous présentez. Fait, je comprends que potentiellement, il va y avoir des élections après, mais c'est pas ça le point. C'est qu'eux ne visent... Il faut décoder un peu ce que ces gens-là visent, parce que c'est vraiment la dernière chance là, pour la génération de Bock-Côté qui ont fait ce projet-là, le projet de leur vie. La motivation de Bock-Côté et de PSPP, c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'il a été une bonne partie de sa vie dans des cercles plus fédéralistes. C'est un gars qui cherchait, je te dirais, un peu plus idéologiquement.
c'est peut-être plus un move plus carriériste, c'est dire de passer à l'histoire, je vais faire le pays, puis il y a noyauté un parti comme le PQ. Mhm. Mais pour cette génération-là de Bock-Côté et compagnie, c'est vraiment la dernière chance là, de pousser, alors que le PQ, et eux, je pense que l'erreur qu'ils font, Jeff aussi, c'est d'associer la montée du PQ avec une supposée montée des appuis pour la souveraineté, alors que c'est totalement faux. Là. Le PQ monte parce que la CAQ descend, le QS descend aussi, donc il y a quand même une partie des votes de QS qui va au PQ, il y a une partie des votes de la CAQ qui va au PQ, alors que tout le reste est divisé entre les libéraux, le PCQ et genre des gens qui votent pas pantoute. Là. Donc, il y a comme une espèce de confusion des discours là-dedans. Et en fait, ils ne répondent à aucune question. Vous regarderez aussi, j'ai une espèce d'échange avec un gars qui s'appelle Gaspard Skoda, qui est comme une espèce d'immigrant français que je comprends, il a comme noyauté le PQ. Là, il fait partie de cette frange-là de la droite nationale qui, pour eux, ben, c'est l'immigration à tout prix, la souveraineté à tout prix. La seule question qui importe, à peu près, c'est l'immigration puis la défense du français. Il n'y a jamais question vraiment de problèmes fondamentaux qui affectent le Québec à l'heure actuelle, comme le fardeau fiscal, la taille de l'État, le red tape dans à peu près tous les secteurs de notre économie, l'absence de société civile. Il y a quand même des mots assez sévères qui affectent le Québec. Puis c'est pas nécessairement, on n'a pas besoin des immigrants pour avoir des problèmes. Là. Il y a déjà des problèmes structurels importants au Québec, puis il n'y a aucun des discours de la droite Mathieu Bock-Côté ou de la droite nationale qui adresse ces problèmes fondamentaux-là. C'est toujours on va faire ça après quand on aura fait le pays. C'est comme dire, ben, tu as une compagnie en faillite qui veut comme merger avec une compagnie ou qui veut se séparer ou qui veut merger avec quelqu'un d'autre, un projet, mettons, d'entreprise, puis tu n'as pas trop d'idées de la compagnie finale que ça va créer, tu n'as pas trop de plan d'affaires, mais Billy, tu sais, crois-moi sur parole que cette aventure-là va être bénéfique pour tout le monde, puis après, on s'arrangera. Je veux dire, il n'y a aucune aventure ou il n'y a aucun projet de société ou d'affaires ou personnel qui marche avec de telles prémices. Là, Jeff, c'est extrêmement irresponsable. Puis c'est pour ça qu'ils ne tolèrent pas la critique non plus. Remarquez, dès qu'ils vont t'accuser, Jeff, puis moi aussi, c'est parce que vous n'aimez pas le Québec. C'est parce que vous n'aimez pas le Québec, vous bâchez le Québec, vous autres, la droite pirate. On le sait bien, vous voulez être américain, vous êtes des colonisés canadiens. C'est pour ça que vous vous embarquez pas dans notre projet. Fait qu'essentiellement, c'est ça le débat. Là. Puis, juste dire, par rapport à une certaine constitution du Québec, parce qu'il y en a une qui court un genre de texte qui, à peu près, pourrait être une genre de nouvelle constitution pour la République, parce qu'on serait une République. Tu regardes ça, là, puis il n'y a pas grand-chose pour le citoyen là-dedans. Là. Non, on est loin, non, mais je veux dire, on est loin des points fondamentaux de la Constitution américaine. Là. Mathieu Bock-Côté se voit ambassadeur, se voit comme lui qui va négocier certains points. Les grifters autour de PSPP se voient déjà avec des postes dans l'administration. Je veux dire, c'est une aventure profondément égoïste que de pousser ce projet-là qui est totalement déconnecté de la préoccupation de la majorité des citoyens québécois. D'ailleurs, je t'écoutais, Jeff, avec Stéphane Bruyère hier, avec Jerry aussi, sur les discussions des jeunes qui n'ont pas accès à la résidence. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des questions là-dedans de société, puis des conséquences de choix du modèle québécois. Oui, il y a un contexte nord-américain là-dedans, puis il y a des enjeux là, de plus économiques, mais quand même, il y a plein de choses, il y a plein de problèmes actuels qui ne sont pas adressés par cette soi-disant droite nationale-là. Puis en passant, la droite nationale plus dure, tu sais, qui parle juste d'immigration, tout ça, elle est totalement marginale dans le mouvement du PQ actuel, là. Ces gens-là prétendent qu'il y a une certaine droite au PQ, alors que c'est pas vrai. PSPP parle uniquement, vous regardez le programme du PQ, c'est essentiellement un programme éco-socialiste. Le PQ, c'est QS avec moins d'immigrants. C'est la même affaire, c'est l'interdiction des chars à gaz en 2030, c'est les obligations, c'est les interdictions, c'est le nationalisme économique de la CAQ x10. Donc, il n'y a aucune garantie que les droits de la propriété privée vont plus respecter que c'est le cas actuel. C'est aucunement adressé le fardeau fiscal des entreprises et des particuliers. Il y a un paquet de problèmes structurels qui sont pas adressés par le programme politique du PQ. Puis ça fait aucun sens que la CAQ soit en chute libre, puis qu'on veuille, tu sais, tu regardes ça de façon totalement objective, tu regardes c'est quoi les deux projets, c'est quoi le fondement idéologique des deux partis. Puis c'est pas normal qu'il y en a un qui baisse puis il y en a un qui monte. Là.
C'est essentiellement pas mal la même affaire. C'est essentiellement la même base à quelques divisions près. Parce que la CAQ, en 2018, c'est totalement là que je suis en désaccord avec un gars comme Alexandre Cormier-Denis qui dit qu'en 2018, la question de l'urne, c'était une genre de question nationale et d'espèce d'accommodement raisonnable. Alors qu'en 2018, en réalité, on a mis le PLQ dehors parce qu'on était tanné de se faire la leçon par Couillard et compagnie. Puis la deuxième moitié du mandat, rappelle-toi, c'était genre le géant vert. Puis on était écœurés de ça. Puis la CAQ avait quand même une promesse. La CAQ a été élue en 2018. La CAQ, ils nous ont vendu un genre de plan conservateur. Là. Ben, semi-conservateur avec, il avait absorbé l'ADQ. Il y avait, rappelle-toi, des discours, le plan Saint-Laurent. Le François Legault de 2018 était somehow assez le bienvenu dans le discours de la droite parce qu'on pensait qu'il y avait une réelle progression. Là, on essaie d'une espèce de gaslighting que les gens auraient voté pour un genre d'union nationale renouvelée. C'est pas ça pendant tout qui s'est passé. Là, parce qu'il y a beaucoup de votes. Moi, je connais plein de libéraux qui ont voté pour la CAQ. Puis si c'était réellement ce débat-là, il y a personne qui aurait voté pour la CAQ si c'était réellement un débat, droite nationale, identitaire versus un certain retour plus au centre avec un projet qui était plus, mettons, similaire au PLQ d'avant, là, disons. Là. Je vais en parler à Mathieu Bock-Côté, mais de ce que tu dis, c'est exactement ce que je sens. Puis j'entends beaucoup de monde dire, puis tu as parlé d'un genre de constitution qui a été... Je ne savais pas qu'il y en avait une qui existait, là, mais tu sais, je veux dire, la dernière question qui a été posée en 95, on a vu, c'est une question qui était malhonnête où Parizeau aurait pu fourrer beaucoup de monde là-dedans parce que les gens pensaient que on aurait pu se séparer si on avait une entente avec le Canada, sauf que dans la question, c'était pas ça. C'était juste de prétendre vouloir avoir une entente, donc on aurait pu se faire fourrer. Donc la question est importante, mais aussi, ce qu'on n'a jamais fait en 80 ni en 95, c'est d'avoir... Parce que là, maintenant, on le sait. Là, on le savait un peu là, qu'on était en une tendance social-démocrate, mais on ne savait pas que ça allait être socialiste-communiste. Mais là, autoritaire. Le mot et autoritaire. Et autoritaire, tu as raison. Là, on le sait. Donc là, moi, je connais des gens qui... Parce que moi, je suis un fédéraliste mou. OK? Je ne suis pas très Monsieur Canada. Mais je veux dire, si demain matin, je suis en Alberta, puis je vois que le Canada rit de moi, puis tous les capitaux s'en vont vers les provinces qui dorment et qui sortent rien, ça se peut que j'ai un fond de moi, si je suis en Alberta, puis que je vois que c'est un parti conservateur dominant, puis qu'on a une belle place, puis que ça roule, etc., puis j'ai confiance à l'avenir. Ça se peut qu'en dedans de moi, j'ai un fond souverainiste ou séparatiste si j'étais quelqu'un de l'Alberta. C'est possible. Mais au Québec, jamais. Mais ce que je comprends pas, c'est que Mathieu Bock-Côté et tous les gens comme lui ne comprennent pas ce qu'on dit, ne comprennent pas ce que tu viens d'expliquer là. Ce qu'on dit, c'est que vous avez besoin... D'abord, à 50 plus 1, c'est de la folie. On s'entend, là. Je comprends le principe, mais on s'entend que si tu veux séparer ça, ça te prend 55, 60, 65. Tu ne veux pas avoir trop de brassage dans la société. Ça prend un mandat clair. Là, ça prend un mandat clair. Et pour avoir un mandat clair, tu as besoin de tout le monde. Et si tu veux avoir tout le monde, tu ne peux pas être à gauche de même. Il faut que tu t'en viennes le plus au centre possible, au moins, minimum. Mais ils sont même pas capables de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aspirent pas tant que ça à avoir leur pays. Ça veut dire qu'ils y croient pas nécessairement. Parce que si tu le voulais vraiment, tu essaierais d'embarquer des gens comme des fédéralistes mous, des gens en disant, regarde, faites-nous confiance, notre Canada, il est tout croche. Si le Québec est de par lui-même, voici ce qu'on va devenir. On va être riche, on va faire ci, on va faire ça. On va arriver avec un plan. Puis, tu as raison, il y a au niveau de l'individu, moi, j'ai besoin d'avoir certaines assurances. Tu sais, dans un nouveau pays, là, on va dire que je suis même presque dans la Constitution, il y a un bout où j'ai le droit de m'armer. Là. Parce que, non, c'est essentiel. C'est fondamental, là, ça. Je me suis retenu pour pas le dire tantôt. Là. OK, moi, je vais te dire. C'est totalement raisonnable avec les dépassements qu'on a vus. L'article 2, l'article 2 de la Constitution, c'est que chaque citoyen peut posséder une arme et se défendre. Ben oui. C'est là la différence fondamentale entre, par exemple, moi et M. Bock-Côté. Moi, je pense pas que les droits sont conférés par l'État. J'ai pas eu cette discussion-là avec lui, mais la plupart des gens qui sont un peu dans sa frange, je veux pas lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit, donc je vais retirer ce que j'ai dit là, par rapport à lui, mais dans cette frange de souverainistes-là, ils ont quand même cette tendance-là de penser que on va faire ce qui est bon pour le Québec, puis après ça, le monde va fall in line. Puis, alors que moi, ma croyance politique fondamentale, c'est que les droits ne sont pas conférés par l'État. Les droits, ce sont des droits naturels innés à tous les êtres humains. Puis, la Déclaration d'indépendance américaine, elle est révolutionnaire. C'est le premier document
de l'histoire humaine qui dit clairement que chaque humain a le droit à la propriété, à la poursuite du bonheur et à la liberté. Et la phrase qui suit Jeff est extrêmement importante. C'est Jefferson qui a écrit la Déclaration d'indépendance. Écrit « Nous pensons que c'est we believe that this is self-evident ». Dans le sens qu'on n'a pas besoin de défendre ça parce que c'est une affirmation a priori. C'est ça, parce que les droits sont naturels, puis on n'aurait pas besoin de les défendre. Donc, on le dit en préambule de la Déclaration d'indépendance. Voici le pays qu'on crée, qu'on veut, et voici les valeurs sur lesquelles le pays va être assis, puis ça s'est ensaché plus tard dans la Constitution américaine, quelques années plus tard. Fait que ça, c'est un début quand même assez révolutionnaire pour une vraie révolution nationale, de dire que c'est une révolution de l'homme, pour l'homme, puis on va se faire un pays dans lequel, que si ça fait pas, puis si tu lis plus loin dans la Déclaration d'indépendance, les gens se donnent un gouvernement qui est au service des gens et se réservent le droit de tasser le gouvernement si le gouvernement abuse. Chris, c'est écrit en toutes lettres dans la Déclaration d'indépendance. Puis ça, tu dis ça aujourd'hui, c'est considéré comme révolutionnaire d'extrême droite, mais ça a quand même créé le plus gros empire au monde, l'empire le plus dominant probablement de l'histoire humaine, qu'on verra probablement pas changer de notre vivant, puis même encore. Et ça, ben, tu sais, c'est comme un peu un non-starter pour des gens comme plus de la frange souverainiste, même de soi-disant droite, parce que ces gens-là, en général, sont des étatistes. Là. Les gens comme Mathieu Bock-Côté sont prêts à instrumentaliser les leviers de l'État pour leur agenda de souveraineté nationale, qui au final ne règle aucunement les problèmes du Québec-province qui deviendrait un Québec-pays. Ça, pour moi, ça crève les yeux. Là. Puis ça, à un moment donné, s'ils veulent justement embarquer plus de monde, il va falloir, parce que l'appui à la souveraineté, Jeff, ne monte pas. C'est à peu près quoi, 35, même pas 40%, c'est à peu près ça depuis forever. Puis moi, je pense que c'est encore moins que ça, parce qu'à partir du moment qu'il y a un vrai débat, puis qu'un gars comme PSPP, qui est le chef de la souveraineté, se fait challenger un peu, moi, je pense que les intentions de vote s'effondrent. Là. Donc, ça m'apparaît assez clair, moi, comme débat, puis c'est un peu... Ce qu'on voit, c'est très distorsionné. Et là, ces gens-là sentent qu'il y a un momentum parce que le PQ est en avance, donc voient l'opportunité de mettre un référendum dans la gorge du monde, alors que, tu sais, c'est pas nécessairement pourquoi les gens voteraient. Dans les intentions de vote du PQ, qui sont, toi, mettons, 35% à peu près au Québec à l'heure actuelle, comment tu penses de voteurs là-dedans, mous, qui veulent un référendum dans le premier mandat? Je pense que c'est déjà calculé. Je pense qu'il n'y a pas des chiffres qui nous montrent que c'est à peu près 30-35% qui n'en ont rien à foutre de la souveraineté qui voteraient péquistes. Donc ça, on le sait déjà qu'il y a déjà du monde pas très souverainiste là-dedans. Là. Fait qu'on on déduit de ça qu'à partir du moment que le débat s'envenime un peu dans une campagne pré-référendaire, ben les appuis du PQ baissent. C'est inévitable. Là. Donc la différence, finalement, c'est comme tu viens de le dire, c'est que la gang qu'on parle, c'est la gang que tout est l'État. L'individu est pas mal secondaire, quasiment tertiaire, et nous autres, c'est l'individu en premier. Donc, philosophiquement, on n'est pas capable de s'entendre jamais. Là. On est trop loin. Là. C'est vraiment loin. La différence entre les deux est énorme. Là. Non, c'est ça, c'est un... Moi, c'est la division entre avec qui je veux travailler, avec qui je veux faire des affaires. Je veux dire quand même... C'est pas un... Mais sur des notions de valeurs fondamentales, et de projets politiques, moi, je ne peux pas m'entendre avec des gens pour qui ça, c'est pas une priorité. Surtout avec ce qu'on a vu dans les dernières années, surtout avec ce qu'on voit comme problème qui se perpétue au Québec de manière structurelle. Je peux pas dealer avec des gens pas sérieux qui ne réalisent pas à quel point c'est ça les problèmes, qu'il faut les adresser. Puis si vous voulez les adresser à travers la souveraineté, ben arrivez-moi avec un projet de souveraineté pro forma qui adresse ces problèmes-là en préambule de votre calice de projet de souveraineté, pas plus tard dans une conférence constitutionnelle en 2040. Il faut que ça soit en préambule de votre projet de société. Puis moi, je suis exactement où tu là. Je veux dire, il faut reconnaître que le Canada, tu sais, t'en parlais un peu, puis tu as raison, dans le sens où le Canada, c'est un peu une anomalie historique, dans le sens que c'est une alliance défensive. Au moment où tu avais les États-Unis qui poussaient l'autre bord, tu as eu la guerre de 1812, là, les problèmes, tu as eu une alliance des provinces. Là, ils ont chié sur Johnny MacDonald récemment parce que il a dit une phrase ou deux pour l'histoire de Louis Riel, mais au final, c'est quand même un des pères fondateurs qui a rallié, d'ailleurs, les plus proches collaborateurs de Johnny MacDonald, c'était Georges-Étienne Cartier, un Québécois, c'était Taché au Québec. Donc, il y a eu quand même une alliance des provinces de l'époque défensive contre les Américains pour dire, regarde, on va s'allier.
puis à une époque où c'était extrêmement instable avec le bas et le Haut-Canada, dire, regarde, les gouvernements tombaient sur une base quasiment hebdomadaire. Fait que c'était vraiment de dire, ben, regarde, l'Union a réellement fait la force pour l'époque où c'était techniquement nécessaire. Maintenant, le Canada d'aujourd'hui, tu dis, c'est quoi le Canada? Puis la question se pose, tu sais, c'est-tu une alliance genre économique? Mais finalement, l'alliance économique, dans le fond, c'est un suicide économique à grande échelle, vu qu'on n'exploite pas nos ressources. Il y a, je veux dire, on peut s'entendre, on peut se questionner sur l'ampleur, mais il y a définitivement un problème d'immigration. Il y a tout ce qui nous a porté à s'allier entre provinces. Ben aujourd'hui, on se questionne sur quelle valeur ça a réellement. Mais ça, là-dedans, ça devrait être ça, d'ailleurs, la question de Mathieu Bock-Côté. Pourquoi s'identifier à un Canada qui s'est quand même éloigné de ses racines historiques puis qui s'est tiré dans le pied autant au niveau économique, mais il parle jamais de ça. Il parle juste de « Ah, mais les Anglais sont pas comme nous autres, ils ont d'autres préoccupations, aux autres. » Ouais, mais oui et non, dans le sens que, vous en avez parlé un peu, oui, je comprends que c'est des gens que, oui, la monarchie, si des fois, culturellement, sont plus proches, mettons, de la télé américaine, les chanteurs américains. Il y a très peu de culture proprement dit canadienne-anglaise, comme nous, on a une ben, culture Mark Carney, pour parler aux Canadiens, est allé dans un show américain pour se faire voir. Il n'est même pas allé à CBC, ça vous montre comment... Ben, c'est ça, en sachant que c'est diffusé partout au Canada. Là-dedans, il y a quelque chose, mais... Justement, si vous vouliez convaincre des gens comme moi, arriver avec un projet, ben regarde, M. Bock-Côté, moi, je vais vous emmener des lignes. Là. Le Québec, Montréal, qui serait potentiellement, Québec demeurait la capitale économique, ça demeure Montréal. Montréal est à 50 minutes de vol de la capitale financière mondiale. Ouais. Comment ça qu'il n'y a pas, imaginez un Québec dans lequel tu n'as pas de taxe sur le gain capital. L'impôt, tu as un flat tax genre de 15 ou 20 %. Voilà. Tu as le développement des ressources qui est complètement libéré. Et ça ne veut pas dire qu'on va polluer à tout prix. Là. Je veux dire, ça se fait quand même dans les règles de l'art, puis on est quand même des gens respectueux. Puis je pense que c'est devenu même générationnel maintenant. Il n'y a personne qui va changer son huile dans le bois, même s'il n'y a personne qui regarde. Je pense que c'est devenu des considérations qui sont rendues quand même assez enchâssées dans nos personnalités. Il y a ça, il y a assurez-vous de la défense de la propriété privée. Vous devez aussi abandonner toutes les lois liberticides sur le français parce que c'est un frein à l'investissement. Puis si vous voulez réellement défendre le Québec, défendre le Québec francophone, la meilleure façon, c'est que le Québec francophone soit prospère. Puis la meilleure façon que le Québec francophone soit prospère, je l'ai dit il y a 3-4 phrases, c'est la seule façon. Développer nos ressources, baisser le fardeau fiscal, accueillir l'investissement, puis même si c'est des investissements américains, mondiaux, whatever, ça va se faire s'il y a le moins de barrières possibles. Puis le monde va établir des sièges sociaux ici, Jeff. Tu peux prendre l'avion, Chris, puis aller à New York, revenir, coucher chez vous le soir. Je veux dire, c'est incroyable. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Ça devrait être la Suisse en Amérique du Nord. L'Irlande. La France puis la Belgique, si vous êtes des malades. Ah oui, alors qu'on pourrait être l'Irlande. Les Irlandais venaient ici parce qu'ils étaient en train de crever de faim. Et aujourd'hui, les Irlandais sont plus riches que nous autres parce qu'ils ont fait juste les changements que tu viens de dire là. Ils ont ouvert leur pays à toutes les entreprises du monde avec une fiscalité qui est un genre de paradis fiscal. Et ça a donné ce que ça a donné. Je vois le faire. Qu'est-ce qu'on attend pour et le français, juste te dire ce que tu viens de dire. Quand les gens, on est libre au Québec, on est ça. Il a fallu que je paye 15 000 ou 20 000 piastres par année pour que mes enfants aillent dans une école privée, 100% privée anglaise pour qu'ils apprennent l'anglais. Donc, j'ai pas eu le choix parce que j'ai pas de racines anglaises. J'ai pas pu aller. Compte d'ailleurs les cégeps anglophones. Tu sais, il y a toute la question des écoles anglophones. C'est un problème. Là. Mes filles ont été dans les cégeps. En tout cas, une de mes filles, l'autre est allée aux États-Unis, mais ma plus vieille est allée dans un cégep anglophone qu'on veut enlever à ceux qui s'en viennent. Ah oui? Et la preuve que c'est essentiel, alors que tous les pays scandinaves que ces gens-là admirent, les jeunes sont habituellement, puis même les adultes, les gens qui ont parti Spotify, etc., c'est des gens qui ont quasiment pas d'accent dans leur anglais. Nous autres, on peut pas. Et ça nous nuit tellement que le premier ministre, en ce moment, du Québec, il a écrit quelque chose dans The Hill ce matin, là, mais ça a été écrit par quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un que dans des interventions, il peut pas aller à Fox. Il peut pas aller à CNN. Il peut pas. Donc, les gens disent « Ah, mais il est où, François Legault, là? Smith est allé à Mar-a-Lago, l'autre parle avec Fox News, puis etc. » Oui, mais le gars, il a un handicap de langue. Ça vient quand même d'un gars qui a étudié à Oxford, il faut quand même le dire. Là, puis SPP, il y a une espèce de contradiction incroyable là-dedans. Là. Mais c'est ça. Puis tu sais, il y a un autre aspect aussi que tu dois soulever avec M. Bock-Côté, que tu sais, son combat contre le wokisme, puis tout l'apparatus progressiste de cancel culture, tout ça,
c'est quand même une conséquence de la croissance de l'État, ça. Parce que toute la réglementation, oui, ça a été, je veux dire, ça émane d'une culture d'extrême gauche qui est sortie des campus, tout ça, mais ça s'est quand même intégré avec des espèces de programmes gouvernementaux dont, tu sais, c'est quand même la vision de Justin Trudeau, là, les questions de diversité imposées avec des quotas, toute l'espèce de mouvement LGBT institutionnalisé. Ce sont quand même des conséquences de la croissance de l'État. Ça. Il y a des programmes par rapport à ça, il y a des programmes gouvernementaux. Donc, tu sais, le gros État qui va servir à faire la souveraineté, c'est aussi le gros État qui a servi à financer et à soutenir des dérives liberticides comme ça. Puis c'est toujours ça, c'est toujours la croissance de l'État qui va engendrer des dérapes pour qui eux autres sont comme immunisés. Ah, on va juste placer le bon monde, puis ça va pas arriver. Non, c'est parce que le problème fondamental, c'est que la croissance de l'État va toujours engendrer des dérapes comme ça. Donc, il faut inévitablement diminuer drastiquement la taille de l'État. Puis si vous voulez un pays Québec, ça doit faire partie des prémices. L'État doit devenir un État purement administratif. Puis ça implique aussi tous les hosties de bureaux économiques du Québec à Miami et à Los Angeles. Je comprends que là, si on deviendrait un pays, il y aurait sûrement des questions d'ambassade. D'ailleurs, il y a un calcul que PSPP a même pas fait dans son espèce d'année 1. Là. C'est quand même drôle. Les ambassades, ça va comme se matérialiser du jour au lendemain avec à coût zéro. Là. Donc, oui, à coût zéro. C'est pas des gens sérieux. C'est quand même quelqu'un qui a lancé l'idée de faire une devise out of nowhere. Un dossier que des gens beaucoup plus sérieux et beaucoup plus respectables, comme Jacques Parizeau, avaient rejeté du revers de la main. Il savait très bien que la dynamique dans laquelle il se lançait n'était pas soutenable. D'ailleurs, M. Saint-Pierre Plamondon devront expliquer éventuellement dans sa campagne référendaire ou pré-référendaire à quel point les fonctionnaires du Québec vont se faire convertir leur fonds de pension en dollars bleus de force. Là. Parce que c'est ça, là, quand vous arrivez avec votre devise, il n'y a pas de demi-mesure. Vous allez all-in ou vous n'y allez pas pantoute. Puis après, vous allez devoir défendre le dollar bleu avec les actifs du Québec. Là. Fait que vous allez mettre quoi en garantie pour racheter du dollar bleu en vendant du dollar canadien et du dollar US? Tu sais, on parle quand même de gens profondément sérieux qui sont même pas capables d'acheter un bungalow au Québec. OK, ben voilà pour Joe Hamel. On a plus de Joe dans la version Prime. Je peux même vous annoncer quelque chose en primeur pour demain, OK? Dans un podcast qu'on a fait aujourd'hui avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu est arrivé pendant le podcast de Joe. Et là, ben, ça a comme fait un groupe. Et ben, Joe est considéré comme un collaborateur et membre de l'équipe de Radio Pirate. Donc, Joe dit, on va rester. Et on a fait un podcast de 1 heure avec les 4. Donc, Mathieu Bock-Côté, Jerry, Jeff et Joe Hamel. Spectaculaire demain. Regarde, la vraie joute, c'est ici. Là. La vraie joute, ça va être demain. OK? Donc, en partie sur la version gratis et au complet sur la version Prime. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. 3, 2, 1. RadioPirate.com. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. C'est la boîte boursicotage. Et attention, on va faire 2 affaires là, parce qu'on a été pognés dans une histoire avec beaucoup de... ça brasse, ça brasse. C'est le fun. On s'est amusé, mais là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une première partie pour tout le monde, pour tous les pirates, pour le boursicotage, puis il y en aura une deuxième partie plus tard, un autre podcast un peu plus tard, dans 1 heure ou à peu près, pour les membres Prime. On commence par quoi, mon ami Jerry? Je reprends un peu ce que j'ai placoté la semaine passée, toute l'histoire on va dire la saga, parce que c'est comme une nouvelle histoire. À la bourse, là, on a une nouvelle patente. Là. La nouvelle patente, c'est l'informatique quantique. Je l'avais glissé un petit mot la semaine passée. Le fameux quantum computing. Donc, en gros, là, c'est dur de l'expliquer parce que c'est dur. Des fois, c'est dur à comprendre là, parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là du tout. Là. Ben, je parle pour moi. C'est un ordinateur classique, mais il va traiter l'information, il va avoir des bits, des 0, des 1, des 0, des 1. Un ordinateur quantique, ben lui, il va superposer les bits. Donc, un 0 peut être un 1, puis un 1 peut être un 0. Donc, ce que ça fait en réalité, c'est plus des bits, c'est des qubits. Ce que ça fait, c'est que ça augmente la puissance quasiment à l'infini d'un ordinateur. C'est tout à fait incroyable. Donc, ces fameuses
puce-là, une puce normale, une puce, la base, c'est la silicium. Tandis qu'une puce quantique, c'est plus ça, là, c'est plus du silicium. Là. C'est fabriqué avec des particules de ions. Il y a ça du ion piégé. Donc, c'est des atomes qui sont stockés. C'est toute une histoire. Mais l'affaire, c'est que l'histoire boursière est là. Je reprends la patente. Là. Elon Musk qui jase avec le boss de Microsoft. Il parle du futur, du présent et du futur dans le quantum computing. Qu'est-ce que ça va faire pour pour l'avenir, puis cette espèce de nouvelle technologie-là qui va révolutionner le monde. On parle beaucoup de AI, mais le AI, c'est le AI puissance infinie. Là. Dans le sens que la force de l'ordinateur, la force de compréhension est décuplée. Mais je dis décuplée, c'est pas le bon mot. Là. C'est encore plus grand que ça. Donc, Elon Musk qui jase avec le boss de Microsoft. Et là, il arrive, il sort le gars d'NVIDIA. Le boss d'NVIDIA, il dit oui, c'est bon, ça, l'informatique quantique, là, le quantum computing, c'est super, mais on ne verra pas ça. Ça ne sera pas utile avant des décennies. Bon. Mais quand Musk a parlé avec le gars de Microsoft, les stocks en bourse ont énormément monté. Des affaires de fou. Là. Des stocks à 1 pièce, 2 pièces qui ont monté à 10 pièces, 15 pièces. Des affaires de fou. Là. Ça a brassé énormément. Et quand le boss d'NVIDIA a parlé, ça a recraché. Mais hier, le boss de D-Wave Quantum, QBTS, c'est ça le code, QBTS, D-Wave Quantum. Mm-hmm. Cette compagnie-là qui est basée, justement, c'est une compagnie qui est basée à Burnaby, BC, Canada. Le boss est allé jaser hier. Parce que là, on est... monsieur, madame, tout le monde, en ce moment, on va dire, les boursicoteurs, on n'entend pas trop parler de ça, mais en ce moment, c'est le gros show. Là. Le gros show, je parle gros show boursier, de trading, il est là la patente. Là. Et lui, il est sorti hier, le boss, le grand boss. Puis lui, il dit, le boss d'NVIDIA, il n'a pas raison, ben. Oui, quand même, ça veut dire, c'est pas rien. Lui, il dit, non, il dit, l'informatique quantique, présentement, est utilisée. Mais il dit, il faut se mettre dans le contexte. Il dit, on est dans la genèse de ça. Donc, à mesure que la technologie et le savoir vont avancer, on va en savoir plus. Mais il dit, présentement, ce que dit le boss d'NVIDIA, c'est pas vrai. Il dit, présentement, on peut l'utiliser, le quantum computing. Puis il donne un exemple d'une compagnie. Parce que tu te dis, ouais, puis ça, c'est quoi? Là? On utilise ça comment? Ça fait quoi? Là? Il a donné un exemple facile à comprendre. Il prend l'exemple de la compagnie NTT Docomo. Sa gang-là, c'est des opérateurs de réseau de téléphone au Japon. C'est comme... les autres, ils ont des tours de cellulaire. C'est un gros dans la téléphonie au Japon. Je pense que c'est la plus grosse compagnie en téléphonie. Les autres, ils ont des tours. Il dit, quand tu utilises la technologie quantique, il dit, ces tours de cellulaire-là augmentent leur capacité de 15 %. Donc, tu as une tour. À un moment donné, une tour, elle vient comme loader. Là, il faut que tu bâtisses une autre tour. Mais il dit, c'est un exemple concret que quand tu utilises cette technologie-là, la tour apprend la technologie qui existe présentement. Il dit, la tour, elle a 15 % de plus de potentiel d'utilisation, si on peut dire. Donc, c'est un exemple concret pour comprendre. Tu te dis, non, y a-tu de l'argent à faire avec ça? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, en ce moment, le brassage, parce qu'il faut le dire, il y a un brassage dans le quantum computing. Et le code, mettons, de QBTS, mais le code, en ce moment, il prend 15-16 % au moment où on se parle là. Parce que le stock est parti en fou. Le stock est parti de rien. 1 pièce et quelques, 2 pièces. Il est monté à 10-12 pièces dans ce coin-là. Il a recraché à 3 pièces. L'autre là, il repart. Il est reparti.
Là, il repart par en haut, il est rendu quoi? À 5 et 40, 5 et 50. Donc, énormément de spéculation présentement dans l'informatique. Est-ce que tu considères ça comme étant très à risque pour d'investissement financier sur le... Je comprends qu'on n'est pas là pour donner des ordres puis des conseils, mais mettons que conseil de chum que tu me donnes, est-ce que c'est un milieu qui est comme un milieu pharmaceutique en attente d'un médicament miracle qui pourrait être accepté ou non, ou il y a vraiment quelque chose de solide là-dedans? Ben, à risque, oui. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à risque, parce que oui, le gars de D-Wave, il a mis du concret. Il dit oui, c'est utilisé présentement. Mais est-ce que ces compagnies-là, la technologie qui existe et qui va s'améliorer avec le temps, est-ce que cette technologie-là va être assez payante pour, à un moment donné, avoir une croissance? En fin de compte, une compagnie, c'est une compagnie. À un moment donné, si tu dis, oui, on a une technologie spéciale, telle affaire, à un moment donné, ils ne font pas d'argent. À un moment donné, il n'y a plus d'argent. Donc, ça va être une autre. Donc, je pense que ce qui est à risque, c'est pas le domaine en tant que tel, c'est qui va... Ça va être qui les winners dans la patente? Parce qu'il y en a plusieurs. Là. À un moment donné, je vais faire un genre de listing des compagnies qui sont reliées directement à l'informatique quantique. Je vais faire un genre de listing, puis on va... Puis ça, c'est des compagnies qui sont publiques, parce qu'il y a beaucoup de compagnies privées, il y a des compagnies privées aussi. Mais dans les compagnies publiques, bien, il y en a plusieurs. Qui va être le gagnant du futur? Je ne sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Sauf que le domaine en tant que tel est très spéculatif présentement. Donc, le monde qui veut s'amuser, je le vois plus comme des stocks en ce moment pour s'amuser. On va voir ça de même. Pour le moyen long terme. Non, toi, quand tu parles de s'amuser, ça veut dire quelqu'un qui regarde pour investir. On va le swinguer. C'est qu'un 500 ou un 1000 piastres que même s'il perd, c'est pas grave. C'est ça. Tu mets une coupe de 1000, 2 3 000, puis tu le swings, puis tu réussis à faire un 500-600 piastres, tu revends ça. Puis parce que là, dans les prochaines semaines, c'est le même depuis la mi-décembre. Mais dans les prochaines semaines, tout ce qui va sortir, tu sais, à un moment donné, l'AI, là, c'était comme le mot magique. AI, c'était comme une espèce de mot magique. Là, le nouveau mot magique, c'est quantum computing. C'est les nouveaux mots magiques. Là. Donc, ouais. Est-ce que en parlant, parce que tout ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je vais commencer à lire beaucoup là-dessus, puis j'ai lu sur ces sujets. Ben, ça devient des sujets parallèles. Là. C'est tout Oh, rendu que de la Celsius, monsieur oui, j'aime Jerry. Celsius, toujours actionnaire. Toujours actionnaire de Celsius? Ben oui, toujours actionnaire. C'est mon profit. Comme on dit, l'affaire, c'est pas le manque de produits puis de consommateurs que je peux voir ici, c'est l'enfer. Il y en a partout. Donc, pour ceux qui ont fait une belle ride avec Celsius, tant mieux. Mais je m'intéresse beaucoup à ça. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose hier que je veux te partager, qui est relié à ce que tu étais en train de parler, comme les buzzwords. Je dirais les buzzwords de la techno actuelle qui incitent des gens à savoir est-ce que j'investis de l'argent là-dedans ou non. Regarde, le grand patron de LinkedIn, le fondateur de LinkedIn, le gars s'appelle Reid Hoffman. C'est un gars, regarde, dans le milieu de Silicon Valley, vous n'avez pas besoin de... C'est un gars c'est un gars qui a cofondé LinkedIn. C'est un des professionnels de tout. Il a été, regarde, il a cru, lui, en beaucoup de choses. Il a été un de ceux qui ont prédit l'émergence des réseaux sociaux, également l'émergence du sharing economy, donc l'économie de partage. C'est un des investisseurs en premier dans Airbnb. C'est également celui qui a callé la révolution de l'AI avant qu'on connaisse ChatGPT. Donc, pour beaucoup de monde, ce monsieur Grossouillet-là, c'est un qui est capable de prédire le futur beaucoup. Un visionnaire, oui, c'est ça. Là. C'est un gars qui a fait beaucoup de prédictions à partir des années 90. Là, c'est pas arrivé overnight. Là. C'est un gars que, à chaque fois qu'il parle, les gens l'écoutent. Et lui, il dit, en 2034, les jobs de 9 à 5, c'est fini. OK. Lui, il dit, en 2034, c'est fini. Là. Donc, qu'est-ce que va faire le AI? Ce que je vous donne là, c'est à considérer. C'est dit par un gars... Oui, des fois, il y a des lunettes de bois. Il y a des fois qu'on a quelqu'un avec des lunettes de bois. C'est comme avoir des grosses lunettes rouges bizarres pour une madame de la FTQ à TV. Là. Mais lui, il dit, le AI, un paquet de choses que vous utilisez dans votre vie va coûter, à partir de le milieu des années 2030,
2030, là, 2032, 2033, 1000 fois plus cheap que qu'est-ce que ça vous coûte en ce moment. Tout le côté médical, ce qui coûte des milliers et des milliers de dollars, ça ne coûtera plus rien. Ça ne coûtera plus rien, plus rien, plus rien. Il dit, tout ce qui coûte des milliers de dollars va coûter maintenant des sous. Pas $1, des sous à faire. Il dit, tout va être beaucoup plus cheap. You can spend the money you save on all the other parts of your life. Ils disent que, entre autres, tu sais, je veux dire, tous les cours, tout l'enseignement. Ben, pourquoi je vous en parle? Parce que je vous ai dit, j'ai fait un post pendant le temps des fêtes en vous disant le gouvernement pourrait vous charger 50 à 60% moins de taxes si on saute sur les AI. Lui, il dit, tous les assistants, les teachers, les coachs, toutes ces affaires-là, le AI va s'en occuper. Il dit, à partir de là, les gens vont avoir énormément de temps. Il dit, maintenant, vous ne devrez plus calculer votre travail en fonction de l'effort et en fonction du temps, mais vous allez être obligé de travailler avec des idées et votre tête. Parce que vous allez avoir tous les outils, les DALL-E, les ChatGPT, les Claude, c'est comme ça qu'on le dit en anglais. Oui. Donc, tout ça enlève toutes les barrières de création et de développement qui vous incitaient à avoir du monde, de l'investissement en équipement, de l'investissement monétaire. Et dit maintenant, à partir de ça, vous allez pouvoir tout créer à partir d'absolument rien. Et il dit, il faut maintenant focusser votre tête, donc les idées, vos rêves, en fonction de l'exécution. Ne pensez plus à l'exécution. C'est-tu faisable, ça? Le plan que j'ai en tête, est-ce que c'est faisable? Il dit, non, pensez juste aux idées et pensez juste à votre plan. Vous n'avez même plus à vous soucier de si c'est exécutable ou non, ça va l'être. Donc, c'est sérieux, c'est incroyable. Si vous voulez aller lire et voir les vidéos de Reid Hoffman, c'est capoté bien raide. Écoutez, on vous a dit la même chose des imprimantes 3D. Là. On vous a dit la même chose sur les voitures autonomes qui allaient se chauffer tout seul. Il faut toujours se garder un genre de côté un petit peu sceptique sur... Mais lui, là, son record, là, depuis 1997, ce gars-là, à chaque fois qu'il fait des prédictions ou qu'il investit dans quelque chose, ça se réalise. Donc, nos vies vont être complètement transformées par le quantum, par le AI, etc., etc. Bon, c'est pour ça que je te posais la question, savoir, est-ce que tu vois ça comme très risqué ou tu vois ça comme quelque chose qui est inévitable? Donc, à un moment donné, ça sera peut-être le prochain Apple. Qui va l'être, on ne sait pas. Là. C'est qui sera, le prochain Apple? Il va probablement émerger de ce domaine-là. C'est exact. C'est trouver le winner, mais en ce moment, on est vraiment justement dans cette genèse-là. Ça veut dire il y a plein de petites compagnies. Là-dedans, il y a des compagnies qui ont 15 employés. Là. Oui. C'est des micro-entreprises là, qui n'ont presque pas de revenus. Ça veut dire, là, tu te dis, je vais mettre 50 000 dans une compagnie de même. Non, ça ne tient pas de bout. Là. Ça veut dire, l'argent est trop dur à gagner. Là. À un moment donné, il faut avoir une logique. Mais là, en ce moment, on parle plus d'un buzz boursier. Mais après ça, ça va se concrétiser. Après ça, il peut y avoir des ententes. Et après ça, justement, on parle des tours de cellulaire présentement. Ça, c'est du concret. À un moment donné, le concret arrive. Puis là, après ça, on va se faire une tête avec ça. Mais en ce moment, c'est plus une spéculation boursière, si on peut dire. J'ai une petite affaire vite de même pour le premier bloc, hein, parce qu'on voulait faire ça en deux blocs. Bien, eBay. Tu sais, on parle pas souvent de eBay. Je ne sais pas si vous y allez encore sur eBay. Oui, j'ai acheté dans le temps des fêtes sur eBay. Oui, il y a beaucoup de monde sur eBay encore. Oui. eBay, c'est 132 millions d'utilisateurs actifs par mois. Oui. Il y a beaucoup de monde sur eBay. Mais eBay, c'est comme, comment dire, tu sais, avant ça, on était beaucoup sur eBay, parce qu'aujourd'hui, ben, ça veut dire, moi, je me fais une discipline. Quand je regarde pour quelque chose, Jerry, je regarde à 3 places. OK? Oui, des fois, je vais aller sur Google Shopping, puis je vais apparaître Walmart, je vais voir Wayfair arriver, dépendamment de ce que je cherche. Mais systématiquement, moi, ce que je fais, quand je magasine quelque chose, je vais voir Amazon en premier, je vais sur Temu et je vais sur eBay. Je fais les 3 pour comparer les prix, parce que souvent, c'est les mêmes affaires. Beaucoup de monde achète du stock sur Temu à grosse quantité pour après ça le vendre sur eBay, tu comprends?
Oui, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, justement. Il y a un gars qui est. Il y a un gars, c'est un Européen, là, je ne sais pas trop, c'est un Allemand, je ne sais pas trop. Puis le gars, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des guenilles sur les sites chinois. Il se bâtit un site Internet, puis il revend des guenilles sur son site. Le gars, il est multimillionnaire. Il achète des guenilles. Puis le plus drôle, c'est, tu sais quoi? C'est que le monde achète sur son site, mais lui, il n'achète pas le stock. C'est le stock chinois qui passe. Quand tu reçois ton stock, tu reçois ton stock du chinois directement. Il ne passe pas par lui, là. Lui, c'est juste un portail pour revendre. Mais le monde ne s'en rend pas compte. Le monde, il faut pas de recherche. Il regarde une patente, là, une espèce de patente bizarre, puis il dit, je sais pas, mais un crayon, un porte-crayon, une affaire, une bébelle à 5-6 piastres. Lui, il leur vend 20. Il achète, mais là, l'affaire, c'est que il y a une twist, il y a une manière de bâtir son site Internet pour faire passer les... puis l'affaire, c'est que ces sites, ils échangent tout le temps. Il y a toujours une mouvance. C'est une affaire qui dure 1 an, puis après, c'est fini. Il part une nouvelle... C'était passionnant, le reportage là-dessus. Donc, c'est des bébelles chinoises revendues à gros prix. Mais mon histoire de eBay, parce que c'est une grosse nouvelle, assez grosse nouvelle quand même. eBay, le stock était dans le coin de 62, 63 piastres, ou après dans ce coin-là. Et là, une journée, une journée, le stock est monté à 71, 72 ou dans ce coin-là. Il y a eu 22 millions de volumes dans cette journée-là. C'était pas longtemps, là, c'est en début de semaine. 22 millions de volumes, et le volume moyen sur eBay, c'est 4 millions par jour. On dit volume, c'est les actions qui changent de main. La nouvelle, c'est quoi? La nouvelle, c'est eBay et Facebook. Ils ont un nouveau partenariat. Partenariat d'affaires assez intéressant. C'est que ceux qui vendent sur eBay, tu vas pouvoir t'annoncer sur Marketplace. Il va y avoir un link entre Marketplace et eBay. Donc, pour Marketplace, c'est une bonne affaire parce qu'eux autres, ils disent ça va amener beaucoup de monde par Facebook. Ça va amener beaucoup de bon, pas juste ça. Dans ma liste, j'ai oublié de mettre Marketplace. Oui, exactement. Je vérifie les 4. Donc, Amazon, eBay, Temu, Marketplace. T'es pas pire avec ça. T'es pas pire avec ça. Puis pour donc eBay, là, eBay va être intégré dans Marketplace. Oui, eBay va être intégré dans Marketplace. Donc, c'est le deal que eBay et Facebook ont fait. Donc, beaucoup de visibilité pour du stock, ça va être sur eBay. Donc, eBay veut pas, ça va amener plus de monde, en fin de compte. C'est ça. eBay, parce que eBay, le problème, là, en ce moment, c'est une compagnie extraordinaire. Là. C'est-à-dire, ils font de l'argent. eBay, c'est 10,5 milliards de revenus. Profit net. Je répète, 10,5 milliards de revenus l'année passée, profit net qui approche le 2 milliards. Bonjour. Non, eBay, c'est une machine à cash. Là. Mais le problème, c'est que eBay, il faut absolument qu'il y ait plus de monde qui y passe. Eux autres, ils ont une espèce... Depuis 2 ans et demi à peu près, là, eBay, ils montent... Il n'y a pas plus de monde. Il n'y a pas plus de brassage. Il n'y a pas plus de... Ils sont comme pris. Ils sont comme stagnés, là. Ils sont comme pris. Mais là, le deal avec Marketplace, ça va amener de l'eau au moulin. Ça va brasser la patente. Donc, en ce moment, c'est... Là, tu vas dire, on ne fait pas de recommandation d'achat. Je comprends. Là. Mais si, mettons, tu cherches moi, je pense que si on cherche un blue chip techno, je ne vous dis pas que ça va exploser comme des gros... Non, mais un play qui peut être intéressant, eBay, ça peut être un play intéressant. On cherche des stocks en US, en dollars US, puis un portefeuille. Je pense que eBay, comme une grosse techno américaine, c'est un stock qui peut être intéressant, vraiment. Oui, je comprends. Ils ont eu des années de gloire avec la COVID, parce que tout le monde était sur eBay pendant la COVID, tout le monde achetait n'importe quoi. Mais je veux dire, mais là, eBay fait un comeback intéressant. Le graphique, le graphique est très bien de eBay présentement. Donc, le deal avec Facebook, je trouve ça hot. Je trouve ça le fun. Est-ce qu'on a temps? Tu aurais le temps, à moins que tu me dises que ça va te prendre 10-15 minutes, mais si tu veux prendre un genre de petite rapide, t'en as un. Une petite rapide. Regarde, c'est rare que je fais ça, mais c'est un pirate. Ça vient pas de moi, ça vient d'un pirate, un boursicoteur pirate. Puis
Les pirates, je les adore. Ils sont fouineux, ils m'envoient des petites affaires des fois. C'est le fun. Donc, boursicoteur pirate. Lui, il dit Hey, Jerry, tu regardes des fois les graphiques, les ci, les ça. Il dit j'ai un stock qui est intéressant par rapport aux graphiques. Hein, parce que là, on boursicote, hein, on est là-dedans. Là. Du boursicotage, c'est ça veut dire qu'il y a du monde qui boursicote puis achète pour le moyen long terme. Il y en a qui boursicotent, c'est pour soigner, sont dans 2-3 semaines, un mois, puis ils s'en débarrassent. Puis il y en a qui boursicotent. Puis ils font même du day trading à un moment donné pour les plus expérimentés. C'est sûr que le day trading, il faut être dans le volume, pour qu'il y ait du stock, pour que ça brasse. Tu ne peux pas aller dans des stocks qui n'ont pas de volume. Mais quand même, lui, c'est un stock qui n'a pas de volume, mais quand même, si on regarde le graphique, tu sais, le graphique est intéressant. La compagnie, ça s'appelle Alvo Petro Énergie. ALV. Mais c'est coté où, ça? C'est coté sur le TSX Venture. Donc, ça veut dire la petite bourse canadienne, sur le TSX, la petite bourse canadienne Venture. Là. Donc, le code, c'est ALV. Donc, c'est dealé en canadien. C'est une compagnie de Calgary qui est une junior dans le pétrole, bien, plus dans le gaz. Pétrole, gaz. Eux autres, là, junior, très petite compagnie, sont basés au Brésil. Ils ont des projets au Brésil qui sont naissants, mais les projets sont... On peut aller le voir carrément. Là. Vous allez sur alvopetro.com. Vous allez voir tous les renseignements. By the way, le site Internet est bien fait. Tu as toutes les dernières nouvelles. C'est intéressant. C'est une junior dans le pétrole. Là. On s'entend-tu, là? Mais lui, le gars, il me dit ça, il dit, le pirate, il me dit, ils ont quand même beaucoup de terrain. Ils ont beaucoup de blocs d'exploration. Donc, ils ont un potentiel d'explorer encore plus. Présentement, la business, ben, ça ronronne, ça commence. Tu sais, c'est un stock qui a... C'est un stock qui il était dans le coin de 7-8 piastres en 2023. Il a eu son chemin de croix, il est redescendu à 3,50. Là, on est quoi? Dans le coin de au-dessus de 5 piastres. Là, il fait un comeback, mais c'est le graphique. C'est le graphique qui est intéressant. Donc, c'est recommandation pirate par rapport à un graphique en tant que tel. Donc, c'est une junior dans le pétrole au Brésil. Mais c'est Snow. L'affaire qui est capotée, c'est que cette petite compagnie-là, c'est des petits snowros. Ils donnent un dividende. Là, je dis, attends un peu, là. Une junior dans le pétrole au Brésil qui donne un dividende. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le recevoir. Ceux qui vont recevoir le dividende, c'est 9 cents par action quand même pour un stock à 5 piastres. C'est assez surprenant. Mais la fait, c'est que le dividende, il fallait être dans la compagnie, il fallait être actionnaire à partir du 31 décembre. 31 décembre avant, si tu étais dans la compagnie, tu vas recevoir le dividende. Juste ça, je dis, OK, je comprends que c'est une junior, je comprends tout ça, mais juste le fait de donner un dividende, il y a un certain sérieux à cette compagnie-là qui est intéressante. Donc, si vous voulez avoir les renseignements, alvopetro.com, mais pour moi, parce que le gars, le pirate, quand il m'a communiqué, il dit, le graphique est intéressant. Oui, c'est une junior, mais moi, je pense que le graphique est intéressant. Regarde, on boursicote, puis c'est un stock qui peut être le fun. C'est un stock à 5 piastres en canadien. Donc, pour les petits portefeuilles. C'est une petite vite pour la route. C'est une petite vite. Thank you, man. Voilà pour le boursicotage. Bloc numéro 2 pour le Prime, un peu plus tard, après Yann et Frank. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Jeff Fillion. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Yann et Frank, pendant qu'on est en train de jaser avec Mathieu Bocoté, c'est assez... écoute, c'est la joute pour vrai là, qu'on a faite avec Joe Hamel et Jerry. C'était bien le fun. En tout cas, j'espère que... Je pense que Mathieu est habitué en France que ça brasse. Oh oui, à un moment donné, je pensais qu'il allait partir. Je pensais, dans le milieu du show, j'ai pensé qu'il allait sacrer son camp. Il est resté. Donc, je suis pas un peu heureux. Mais vous autres, pendant qu'on faisait ça, vous autres, vous aviez PSPP, Joël Vert. Ah ouais, c'est la journée des pirates et des péquistes. Oui, puis le pire, c'est que quand Mathieu a voulu sacrer son camp, on est en train de jaser de PSPP. Lui, écoute, il n'a pas aimé qu'on questionne. Parce que nous autres, le point de Joe Hamel, c'est que PSPP, c'est pas très sérieux. Tu sais, je veux dire, c'est pas Jacques Parizeau, c'est pas mettons même, le René Lévesque.
C'est quelqu'un qui a ramassé un parti à terre, puis on a affaire à quelqu'un de correct, là, mais je veux dire, tu sais, pour d'abord devenir premier ministre, puis peut-être un jour à qui on donne les clés du nouveau pays, c'est peut-être un peu gros, là. C'est peut-être un gars de ligue de garage. C'est certainement pas un Cole Caulfield d'en mettre 40 dedans pendant la saison, là. Mais ça les insulte raide. Donc là, vous autres, y avez parlé. Comment il était, PSPP? Ben, c'est 1h40 de show qu'on fait avec lui. Ça fait longtemps qu'on l'avait demandé en entrevue. La première demande remonte à décembre 2023. OK. Fait que ça date. Avant ça, même. Tu as dit ça pendant le show, mais moi, j'y avais écrit personnellement il y a plus longtemps que ça, dans le temps du serment au roi. Ouais, c'est vrai. Et je lui avais demandé, il voulait-tu venir, mais peut-être qu'il ne savait pas de qui à ce moment-là. Puis, en même temps, les gens sont libres d'ignorer aussi, là, mais ça faisait longtemps que c'était attendu. Là, exact. Puis, tu sais, honnêtement, l'entrevue, ça a bien été dans le sens c'est 1h40. Fait que puis c'est 1h40 à notre façon, beaucoup de politique publique. Là. Si vous voulez savoir son opinion sur le troisième lien, c'est pas là que ça se passe. Okay? C'est vraiment pas là que ça se passe. Fait qu'on est plus sur, en termes de politique publique, du début à la fin quand même. Ça, je suis quand même content parce que c'est rare qu'on fait ça avec des politicos. Il y a des skills. Le skills évident dans son cas, c'est des skills d'avocat. Dans le sens que s'il y a une question qu'il n'aime pas ou qu'il est mal à l'aise avec cette question-là, il y a une certaine facilité à la dévier. Bon, évidemment, c'est chiant comme intervieweur, là, on s'entend. Tu dis, hey, je t'ai posé une question là-dessus, puis t'es rendu là-bas. Je vais faire un effort pour te ramener là. Je vais te donner une deuxième chance. Tu lui redonnes une deuxième chance, puis il s'échappe encore. Fait que tu laisses aller, tu sais. Mais ce skills-là, il y a clairement ça dans ses poches. Il paraît très bien aussi, là, on s'entend. C'est un bon communicateur. Mais au niveau des politiques publiques, j'ai vu des faiblesses. On restera à voir comment il corrige ses faiblesses. Il va-tu se servir d'une entrevue comme ça pour corriger ses faiblesses dans le futur? Si c'est le cas, ils viendront meilleurs, mais il y a des faiblesses au niveau économique qui sont apparentes. Il tombe très vite dans les clichés du cartel. Il manque de concurrence, par exemple, au Québec. Il manque de concurrence au Canada. On est dans des cartels. Il y a une fixation des prix, tout ça. Il est tombé... Je pense que sa compréhension des réseaux sociaux est pas tout à fait adéquate. Il y a vraiment une impression que le politicien peut jouer un rôle au niveau des algorithmes. Je pense que c'est un gros point d'interrogation que j'aurais de mon côté. Puis quand on l'amène sur le sujet de la souveraineté, puis qu'on veut parler vraiment de constitution, puis de contre-pouvoir surtout, de dire, écoute... La réponse à la bas côté arrive très vite. Là, de dire, ben écoute, on fera l'indépendance. Après ça, ce sera la gauche ou la droite, peu importe, on sera un pays normal. Ouais. Mais c'est le nœud du problème. Là. Mais ce qu'on a dit, c'est que là, on est dans une position où est-ce que... Non, je sais que dans un pays normal, les deux équipes sont ça à la glace, puis ils vont se battre une et l'autre, puis de temps en temps, ça va être à gauche, de temps en temps, ça va être à droite. Mais là, on parle des règles du jeu. Tu es en train de jouer une game de basketball? Tu es en train de jouer une game de hockey? C'est une game de baseball qu'on joue? On parle de règles du jeu. Oui, mais pas rien que ça. Dans un contexte où il y a deux équipes qui sont très différentes, mettons, on parle des États-Unis, démocrates, républicains, ça peut pas être plus différent que ça. Mais on n'a plus cette différence-là chez nous. Puis en tout respect pour Éric Duhem, mais il n'est pas encore là. Les quatre partis politiques, bon, ils ont quelques petites différences, mais plus souvent qu'autrement, ils votent toujours pour la même affaire. Les 125 votent pour la même chose. On a un genre de parti unique au Québec. Et juste à cause de ça, le fait qu'on n'a pas clairement un historique, parce que même le Parti libéral a toujours été un parti social-démocrate, même depuis qu'on est jeune. À cause de ça, on veut se méfier. Puis quand on lui pose la question, puis tu sais, ultimement, ce qu'ils ne comprennent pas, puis c'est ce que j'essaie de jaser avec Mathieu Bock-Côté, puis qui ne veut pas le comprendre, c'est lui, il dit « Ah, vous voulez juste avoir votre affaire à vous autres. » C'est pas ce qu'on veut. On veut une sécurité. On veut, si vous voulez convaincre les gens de se joindre à vous, vous devez un peu écouter ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent juste des assurances. Je sais qu'on peut utiliser le terme constitution, mais c'est pas le bon terme. Joe avait raison. C'est plus une déclaration avant de faire la constitution. Quelles sont les bases? Comme tu dis, quelles sont les règles? Quel game qu'on va jouer? Mais ça les intéresse pas. Mais moi, tu sais, dans un contexte où ils mèneraient le référendum, mettons les sondages à 70-30, je dirais, ils peuvent se crisser de nous autres. Mais ils sont à 39. Et ils ont peut-être un 20, 22, 23% de potentiel à aller chercher. Crif, puis ils veulent pas corriger ça. Je veux dire, ben là c'est clair que je veux pas faire un pays avec toi. Est-ce que tu caches quelque chose? Moi, j'ai essayé comme à plusieurs reprises de lui poser la question sur justement l'importance de cette question, de cette dimension-là. Puis dans un premier temps, j'ai dit,
Ouais, mais là, tu sais, les contre-pouvoirs, c'est quelque chose qui est important. J'ai dit, tu sais, vous êtes bien intentionné ou vous pensez être bien intentionné, mais dans un Québec souverain, il peut arriver quelqu'un qui est mal intentionné puis prendre le pouvoir. Donc, c'est quoi les contre-pouvoirs qu'on met de l'avant pour s'assurer que ça n'arrive pas? Et il m'a répondu un truc du genre, ouais, mais il y aura toujours de la mauvaise foi en politique. Je dis, non, mais c'est pas la mauvaise. Je te parle pas de la mauvaise foi. Tout le monde peut être de mauvaise foi une journée qui file pas ou tout ça. Fait que là, j'ai réessayé à plusieurs reprises de poser plus ou moins la même question. Un moment donné, je lui ai donné l'exemple. J'ai dit, moi, on pourrait prendre plein d'exemples, mais un truc que je trouve intéressant, par exemple, c'est les élections de mi-mandat. J'ai dit, des élections de mi-mandat, ça te permet d'envoyer le message à un gouvernement que tu as peut-être élu majoritaire, de dire, regarde là, en ligne tes flûtes, mon grand, parce que dans 2 ans, t'es out si tu changes pas de voie. Puis là, il me dit, ouais, c'est intéressant. Puis là, il glissait un peu là-dessus. Mais ils n'ont jamais pensé. Il a comme reconnu que c'était intéressant. Puis finalement, toutes nos critiques, il a fini par nous dire qu'ils sont en train de travailler sur un genre de proposition. Là. Ils vont appeler ça le livre bleu. Hey, Chris, il n'aurait pas été prêt pour ma question. Moi, j'ai dit à Mathieu Bock-Côté que dans un nouveau pays, avec une gang de crinqués que je connais pas trop, je veux avoir dans la Constitution le droit d'avoir un gun. Moi, j'ai un gun. Moi, j'ai un gun. Ça n'aurait pas pensé par tout. Non, mais je pense qu'il... Puis, tu sais, moi, ce que je lui ai dit, j'ai essayé d'amener ça sur un autre angle, mais je le pense pour vrai. Là. Je me disais, créer un nouveau pays. Tu sais, quand les États-Unis déclarent leur indépendance par rapport à l'Angleterre, bon, on est chanceux, on est dans un contexte, nous autres, où potentiellement, il n'y aurait pas de violence armée, puis ce genre de trucs-là, comme il y en avait à l'époque. Tu n'es pas obligé de fusiller du monde, puis ça pourrait se faire de manière pacifique. Par contre, moi, mon point, c'est de dire, ça, c'est un one-time deal. Tu sais, quand tu crées quelque chose de nouveau, il faut que tu y penses comme il faut, parce qu'après, tu es pogné avec. Tu es pogné avec comment ça marche. Tu sais, tu regardes en Italie, en Israël, ils se sont dotés d'institutions. Là, ils ont décidé, mettons, qu'ils allaient avec du proportionnel. Mais là, tu es pogné avec ça. Ça crée toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de patentes bizarres. Toutes sortes de patentes bizarres. Puis moi, ce que je disais, j'ai dit, vous autres, en tant que péquistes, vous êtes en même de vous en rendre compte, la Constitution canadienne, elle est à peu près pas modifiable. Si tu veux changer comment fonctionne le Canada, c'est très dur de le faire. Donc, moi, ce que je dis, c'est si tu veux faire un pays, t'es aussi bien de partir tout de suite avec la bonne base et réponds-moi pas, genre, on va le faire puis on verra après. Non, faut pas voir après. Faut y penser avant parce qu'un coup que ça va être fait, mais en plus, tu vas être pogné avec ça jusqu'à la fin des temps. Puis on est voisin d'un pays qui n'est pas devenu le pays qui est devenu pour rien, pas devenu la puissance qu'il est devenu pour rien. Ça repose beaucoup sur ce que les pères fondateurs ont créé au départ. Donc, à partir de là, tu as déjà une base avec un système qui va te permettre de protéger tout le monde, de protéger tout ce qui pourrait arriver. On a à côté de nous, ça a l'air qu'on ne peut pas prendre le système de santé américain, ça a l'air c'est bien grave. Mais on peut-tu regarder au moins comment ils ont bâti la Constitution pour protéger? Parce que moi, ce que je dis là-dedans, depuis toujours, c'est le but ultime, c'est pas de faire une déclaration ou un plan pour la machine. Le but, c'est de faire quelque chose pour le monde. Exact. Mais je ne suis pas certain que ces gens-là, c'est ça qui prime. Moi, je pense que c'est plus... Ce qu'ils veulent bâtir, c'est plus une protection de leur modèle et de la machine que nous. Ben écoute, tu as raison là-dessus. Tu sais, le principal avantage de la Constitution américaine, c'est les nombreux contre-pouvoirs. Oui. Impeachment, élection de mi-mandat, Cour de la juge suprême qui a un gros pouvoir, le veto du président, le Sénat, les représentants. Puis une presse qui a tous les défauts du monde, mais qui est aussi 100% privée, là, qui n'est pas vraiment financée par l'État. C'est sûr, quand tu regardes leur appareil démocratique, il est complexe. Puis, de leur côté, la réponse qui ressort beaucoup au niveau des péquistes, c'est « Ouais, je comprends qu'il y a ces contre-pouvoirs-là, mais ça semble être un problème. » Quand tu lis entre les lignes de PSPP, ça semble être un problème parce qu'il dit « Nous, au moins, on peut se revirer plus vite parce que le pouvoir est concentré dans les mains du premier ministre. » Puis il voit plus d'avantages à ça que d'autres choses. Mais je veux dire, dans un contexte même canadien, les Québécois sont un peu louches sur leur notion démocratique. Nous, on n'en a pas de Sénat. On a une assemblée législative qui a été abolie par les péquistes, si je ne me trompe pas. On a beaucoup de chroniqueurs, dont Mathieu Bock-Côté, qui critiquent le gouvernement des juges à outrance. Mais le gouvernement des juges, c'est un contre-pouvoir. Fait que, tu sais, ce qu'on sent beaucoup dans la culture indépendantiste, c'est une culture où est-ce que on
considère que les contre-pouvoirs sont dans le chemin du premier ministre qui pourrait protéger la langue, qui pourrait protéger le nous. Mais je veux dire, une constitution, c'est pas pour protéger le nous. Une constitution, c'est pour protéger l'individu. Exact. Mais ça, là, regarde, nous autres, le podcast, je sais pas quand. Vous le publiez quand, le podcast? Au moment où on parle, là, il est déjà là. Donc, nous autres, celui avec Mathieu, c'est demain. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse journée, puis on s'est dit, ben écoute, on ne peut pas commencer à faire 18 heures de podcast dans une journée, donc on le met demain. Mais c'est au cœur de la patente, ce que tu venais de me dire là. Puis on ne pourra jamais, Jerry, tu étais là, on ne pourra jamais s'entendre à cause de ça. C'est énorme comme différence philosophique. Alors que pourtant, ça devrait être la base, dans le sens que, tu sais... Mais ça l'est pour nous, puis c'est évident pour nous, puis je ne sais pas pourquoi pour eux, ça ne l'est pas. On se comprend pas, puis je ne sais pas comment ils sont faits, mais Chris, ils ne voient pas ça. Parce qu'avant d'être de gauche, de droite, multiculturaliste, libéral, peu importe l'étiquette que vous portez, normalement, on devrait être capable de s'entendre là, tout ensemble, là, à aller des conservateurs libertariens jusqu'à QS. Là. On devrait tout être capable de s'asseoir et de dire, regarde, les bases d'une démocratie, c'est quoi? Liberté d'expression, avoir des droits qui sont enchâssés, que tu ne peux pas envoyer n'importe qui en prison sous aucun motif. Tu sais, mettons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Allez voir ça sur Internet, ça date de 1948. Vous pouvez la lire. Honnêtement, la plupart des gens sérieux, là, ou tu sais, je veux dire, qui sont pas trop dogmatiques, tu dis, ben, il me semble que ça a l'air d'une bonne base pour un terrain d'entente. T'sais, on dit, tu peux pas emprisonner quelqu'un sans motif. Tu peux pas empêcher quelqu'un d'acquérir une propriété. Tu peux pas, tu sais, voyez un peu l'idée. Normalement, tu peux être très à gauche, très à droite, puis être d'accord avec ces bases-là. Après, on discute de est-ce que le gouvernement devrait gérer l'alcool, l'électricité, whatever. Mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est, ben... je pense qu'ils prennent ça comme pour acquis parce qu'on vit d'une place démocratique. Fait que dans leur esprit, il n'y a pas de raison pour laquelle, après, dans un Québec souverain, ça serait différent. Ça qu'ils disent. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Mais le problème, c'est que tu regardes l'exemple de plein de pays dans le monde. Prenons la France. J'aime beaucoup la France. Ben, la France, là, sont rendus à leur 5e république, puis il y en a qui veulent la 6e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont coupé la tête du roi, ils ont instauré une république. Oui, parce que le présent ne veut pas dire que le futur va être pareil. Là. Ben non, exactement. Puis ça leur a pris combien de fois avant d'arriver au système actuel où là, ils disent ouais, ça a l'air à peu près fonctionner. Puis même, tu as du monde comme Mélenchon en France, il faudrait faire la 6e république. Là. On change encore les règles. D'où l'idée, moi, c'est ça que je dis, qu'il faut que tu te bases sur des trucs fiables. Puis te dire, regarde, là, si vous n'êtes pas assez sérieux pour mettre des bases solides, là, comme le droit de propriété, la liberté d'expression, la liberté de culte. Tu sais, déjà là, ça va commencer à accrocher un peu. La liberté de culte, ça va accrocher. Ça va accrocher. Mais c'est ça moi, je pense qu'ils le savent très bien. Un gars comme Bocoté est assez c'est le passé, ça. Ça, c'est le passé, des histoires du passé. Mais quand ils ont coupé la tête du roi et les révolutionnaires français ont pris le pouvoir, va en parler aux religieux du temps où ce qui se faisait abattre dans leurs églises puis qui crissaient le feu dans les églises. C'est-à-dire, les révolutionnaires français, ils n'étaient pas fins que le monde, là. T'as pas faim du tout. Là. Si tu rentrais pas dans les rangs, ils t'éliminaient. Mais ça, c'est tout. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Attends un peu, là. Christophe. Puis avoir certains commentaires qu'il y a, c'est drôle parce que pendant l'entrevue, il nous parlait des trolls, puis des fermes de trolls. Des fermes de trolls, puis des gens comme dans notre entourage qui le diffament, tout ça. Je dis, ben nous autres, une année, j'ai dit, on pourrait échanger de compte de réseaux sociaux pendant une semaine. Vous pourriez voir les commentaires que je reçois de gens avec des fleurs de lys dans leur nom. Ils disent qu'on veut importer le tiers-monde ici pour mettre les gens en esclavage, puis je sais plus trop quoi, puis tu sais, je veux dire, même des gens qui disent qu'on est des traîtres à la nation, whatever, je dis, c'est-tu de la diffamation? C'est-tu de la désinformation? Moi, je pense pas être un traître à la nation, pas plus que je pense être un traître à cause du français. Je veux dire, on a un des plus gros podcasts politiques du Québec, on s'exprime en français, on offre en français une alternative à des gros podcasts américains. Qui d'autre fait ça? Y a-tu des souverainistes au Québec qui animent des podcasts politiques? Regarde, on va se le dire, là. OK? Demain matin, PSPP est au chef d'un parti qui est au pouvoir le premier jour de la République québécoise. Il va faire comme Trump. Là. Quand Trump va arriver là, avec ses... comment ça s'appelle ça? Ses décrets. Là, il va arriver avec ses décrets.
Spotify est fermé, Netflix est fermé, les Merci. réseaux sociaux, tu n'as pas accès. Ça va être juste les grands médias, toutes les autres, la désinformation, etc., etc. C'est de ça qu'on a peur d'eux autres. C'est de ça qu'on a peur d'eux autres. On le sent qu'ils ont ils ça trouvent en pas. dedans d'eux autres. Je ne sais pas si vous voyez les débats en France en ce moment de la gauche là, sur les sont histoires malades. de X puis de Facebook. Là. Ils sont complètement sautés sur le crâne. Excusez-moi, ça gagne à beaucoup de monde. Là. C'est du monde que notre gauche québécoise admire beaucoup. Là. C'est pour surtout, la c'est comme nation. ça. Excuse-moi, mais pour la nation, tu peux faire toutes sortes de patentes. Là. C'est pour la nation, pour notre français. langue, notre survivance. On va t'envoyer une police. On va Ben, t'envoyer la une COVID police nous l'a au bureau. montré. C'est la COVID qui nous a montré ça, qu'ils sont prêts n'importe où. Mais c'est là que je m'en allais. Si on arrive puis on a l'impression que c'est de l'acquis une démocratie forte, que des contre-pouvoirs forts, c'est de l'acquis aussi, on n'a pas besoin d'enchasser ça dans une constitution. Je veux dire, mettons que tu dis ça en 2019, je pense qu'on peut dire que tu as une belle naïveté. Pas là. Ben c'est ça, parce qu'on a vu les excès dans la pandémie. Mais tu sais, les Français, c'est une république, ils en ont une constitution, puis c'est un des gouvernements qui utilise le plus l'état d'urgence, bien avant la pandémie. Là. Jean-François Caron en parle souvent. L'État français est constamment sous un état d'urgence de son côté. Mais l'état d'urgence, c'est quoi en réalité? C'est des power grabs. C'est des politiciens qui défendent... Mais on savait même pas que ça existait avant mars 2020. Mais là, on le sait que ça existe. Oui. Là, on le sait qu'un gouvernement peut faire des affaires de même. Moi, je pensais pas qu'un gouvernement pouvait gouverner aussi facilement par décret. Puis c'est un putain de scandale, cette affaire-là. Fait que je pense que d'arriver et de dire qu'il y a des gens qui craignent des abus de pouvoir dans un contexte de Québec souverain, de dire que ces gens-là n'ont pas rapport, puis pourquoi on serait une démocratie différente des autres, ben je pense que ce qui commence à être épeurant, justement, c'est d'être une démocratie un peu comme les autres. Puis je dis pas que le fédéral est mieux. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui a abusé de son pouvoir, c'est Justin Trudeau. Je pense que c'est assez évident. Là. Justin Trudeau, la madame avec la madame, là, le chef de je sais pas trop quoi, la santé publique. Là. Mais ça Fait que réfléchit la de madame avec la manière pomme extrêmement dedans. binaire aussi. Je m'en suis rendu compte durant le podcast. Là. Il a fallu qu'on le ramène plusieurs fois, du genre, OK, mais c'est pas chez nous que tu as entendu ça, certains. Là, parce qu'ils ont comme une tendance, ces gens-là, à penser que si t'es pas péquiste, c'est que tu tripes sur Trudeau et le fédéral. Ça, c'est tannant. Tout le monde me dit ça. Jeff le fédéraliste. Je suis zéro fédéraliste. 0. J'ai dit, en tout cas, les enfants, parce que maintenant, ils enlignaient sur mais si les gens au PCQ, là, ça critique l'État québécois, mais ça critique pas beaucoup l'État canadien. J'ai dit, non, je vais arrêter ça tout de suite. Je pense qu'on a fait 120 podcasts sur les dépenses de Trudeau, puis à quel point il fallait qu'il crisse son camp. Ben oui. Je veux dire, je sais pas où vous avez vu ça, là, mais tu sais. Ouais, mais ils sont dans une chambre d'écho un peu, ce monde-là. Là. On va se le dire. Tout ce qu'ils nous disent, c'est pas mal ce qu'ils sont x10. Là. Ils sont dans une chambre d'écho, ils sont avec leur petite gang, ils sont dans leur patente. Le seul monde extérieur qu'ils ont, c'est quelques journalistes de Québécois puis de la presse. Ouais. Mais moi, j'aurais le goût de prendre avec eux autres. J'y ai jamais pensé, j'y pense là. Mais mettons qu'on prend la situation à l'envers. Puis tu sais, tu leur dis... Parce que la plupart des Québécois, puis même des sympathisants du PQ, en plus de ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont beaucoup peur de Donald Trump. C'est un fou, c'est un malade, c'est un fasciste, tout ça. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est proposez-nous un projet de pays dans lequel, si jamais Donald Trump est élu, tu n'auras pas peur. C'est ça la question. Ces gens-là, ils nous disent qu'ils ont peur de lui. Lui, c'est un fou, lui, c'est un malade. Dans ton pays, là, c'est quoi que tu veux mettre comme moi, si jamais un malade de même est élu, tu n'aies pas peur, que tu te sens en sécurité. Exact. Moi, je l'ai retourné autrement, mais c'est la même affaire. J'ai dit, comment on a pu... faut pas que tu en veuilles à Trump. Faut qu'on se regarde, nous, comment on est arrivé là, comment on a pu être prenant pour une pièce. Donc, c'est un peu la même question en voulant dire, comment on fait pour plus que ça arrive? Exact. Donc, propose-nous ça. Vends-nous ça. Vends-nous ce projet-là. Puis, les premiers qui vont embarquer, c'est nous autres. Voyons. Nous autres, on veut quoi, nous autres? On veut être plus libre. On veut avoir plus de diversité au niveau des idées, que ça se promène. Mais on veut aussi, surtout, que notre place soit beaucoup plus riche, qu'on ne soit pas dépendant d'un gros gouvernement, que les gens soient, qu'ils aient l'argent de faire ce qu'ils veulent avec, etc. On les connaît, nos affaires. Si quelqu'un nous arrive avec un projet de même, on va l'écouter. Hein? Ah, mais vous voulez juste un projet pour vous autres. Alors que les Québécois, vous êtes une minorité, puis les Québécois, c'est pas ce qu'ils veulent. Ah ouais, les Québécois veulent vraiment un gros gouvernement inefficace. Parce que là, ce que je comprends, là, c'est
Hey, arrêtez de dire que le Québec est médiocre. C'est tout l'Occident qui est médiocre. C'est toutes les écoles du monde entier qui sont médiocres. C'est toutes les routes qui sont médiocres. C'est tous les systèmes de santé qui sont médiocres. Donc, arrêtez de penser que c'est juste le Québec. Même si c'est vrai, ça veut dire quoi? Il faut qu'on se contente de ça. Non, oui, de toute façon, dans le débat sur le 51e État, on les voit, les chiffres. Là. En PIB par habitant, le Canada serait le 50e État. Il y a juste le Mississippi qui serait en bas du Canada. Mettez les chiffres du Québec, le Mississippi est en haut du Québec. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, tu es là, tu te dis, ben là, c'est-tu le fun, ça? Je veux dire, oui. Mais pour eux autres, ça n'a pas d'importance. Pour eux autres, c'est la question nationale, c'est ci, c'est ça. Après ça, on verra, là. Tu veux dire, bas côté, là, la question économique, là, lui, là, il efface ça complètement de son discours. Mais en fait, mettons qu'on se met un peu dans le chaussure. Puis je pense qu'il marche sur une corde de raide un peu quand il essaie de nous séduire, entre guillemets, puis je m'explique. Premièrement, la souveraineté n'est pas si populaire que ça, dans le sens que 25% des péquistes présentement voteraient non à un référendum. Ouais. Ça parle quand même un peu. Comme François Legault est populaire quand elle ne voit pas. C'est ça. Après ça, même les Québec solidaires, 45%, même des fois 50% de leurs membres voteraient non à un référendum aussi. Fait que là, la souveraineté est quand même très, très, très fragile. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très freaks de leur côté. Fait que si tu arrives et tu dis, on propose un projet de constitution du prochain pays qui favorise la liberté individuelle, ça veut dire que tu n'as pas de protection de la langue enchâssée dans la Constitution. Là. Parce que quand tu arrives avec l'Office québécoise de la langue française, qui rentre dans les entreprises, qui donne des amendes parce que ton Excel n'est pas dans la bonne langue, je m'excuse, c'est pas de la liberté individuelle, ça, là. Fait que la journée que tu arrives, tu veux parler de trucs comme ça, ce que tu te rends compte, c'est que la minute qui débloque un peu vers la liberté individuelle, ou même quand il arrive, il dit on a 85 milliards d'impôts fédéraux à aller chercher pour le peuple québécois, tu dis est-ce que je peux l'avoir dans mes poches à moi, non pas dans les poches du gouvernement? Tu fais ouais, on y avait pas pensé. Ouais, c'est ça. Moi, comme contribuable, qu'est-ce que je gagne avec la souveraineté si tu vas chercher le 85 milliards d'impôts et tu t'écrises dans les poches à toi au lieu de dans mes poches à moi? Je gagne rien, sacrément. Non. Tu sais, quand tu essaies d'implanter ça, ce que tu te rends compte, c'est que la journée qui essaie de trop séduire cette droite politique-là, qui pourrait être favorable à la souveraineté, ben moi, je pense que ce qu'ils perdent à gauche, c'est une catastrophe. Et la journée qu'ils font, ils essaient d'aller chercher quelqu'un de droite pour voter pour la souveraineté. Moi, je pense qu'ils perdent 3 appuis à gauche la journée qu'ils essaient de le faire. Puis c'est ça leur vrai problème, en réalité. Là. Ben oui, parce que QS, eux, ils veulent le conditionner pour vrai, le truc du référendum à, pas juste le référendum, la souveraineté comme telle, ils veulent la conditionner à ce qu'on ait un système qui va t'empêcher d'être autre chose qu'un pays de gauche après. Là. C'est de ça qu'on se méfie. Ah, eux autres, c'est l'économie coopérative. C'est carrément ça. Les entreprises n'existent plus quasiment. Là. C'est toutes des coops, etc. Les banques, les ci, les ça. Donc, on a déjà une de commencer. Mais donc, moi, je veux dire, bon, ça a été long avant qu'il accepte de venir nous jaser. Il l'a fait. Il n'a pas demandé les questions. Puis tout ce qu'il a demandé, c'est que ça dure quand même assez longtemps pour qu'on ait le temps de jaser. Ce qui m'a surpris, moi, je veux dire, je suis confortable avec sa démarche et la manière dont il s'est comporté là-dedans. Moi, c'est ça, je peux pas. C'est déjà beaucoup mieux que beaucoup qu'ils nous envoient des emails pour nous cruiser, puis 3 jours avant, finalement, je peux pas. Puis, t'as ça, là. Fait que ça, moi, il a même dit qu'il voulait revenir. On verra. Ça, c'est positif. Je pense qu'on manque de conversation aussi au Québec, clairement. Je sais pas ça va être quoi les rebounds qu'il va avoir de son côté, parce qu'en général, au Québec, t'es pas récompensé. Tu sais, tout le monde dit, tout le monde est. Si mettons, tu te mets autour d'une table, tu jases de ça, tout le monde va dire ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de débat, puis qu'on jase pas assez. Mais quand tu le fais, il y a un prix à payer. Le prix, c'est de te faire écœurer. Parce que là, lui, il va se faire écœurer probablement par ses membres. Non, c'est sûr. Ses membres. T'es allé là. Pourquoi t'es allé là? Pourquoi t'es allé voir Elvis Gratton, puis les colonisés, puis tout ça. Puis après ça, il va se faire écœurer par la clique du plateau, par toutes les patentes de gauche qui vont lui dire t'es allé voir des fous de droite radicale, puis de... Ah ouais, là, on avance à quoi avec ça? On n'avance pas. Hey, juste avant, Jerry, parce qu'on s'en va sur la version Prime pour les membres, juste dire aux gens qui sont là, les pirates cheap,
Si vous voulez écouter le podcast, il est disponible gratuitement. Il n'est pas sur votre Patreon, c'est ça? Non, c'est ça. Il est sur Patreon, mais c'est le lien gratuit pour tout le monde. Là, OK, parfait. Sur YouTube, puis Spotify, puis tout. Là. Parfait. Donc, pour aller voir l'entrevue avec PSPP de Yann et Frank. OK, voilà pour le premier bout avec Yann et Frank. On a une demi-heure et plus sur la version Prime. Et c'est fait pour aujourd'hui. Demain, jeudi, grosse journée. Demain, hey, on lance le week-end. See ya. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100% Pirate.